Donc bienvenue dans ce live, aujourd'hui émission spéciale autour de la Via Ferrata et on va passer 1h30 ensemble pour parler de différentes thématiques. On va parler de sécurité, on va parler de première Via Ferrata, on va parler de matériel également. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux personnes, deux invités. D'abord Océane, bienvenue. Merci. Et puis Lilian également. Salut, merci de nous avoir invités. Alors du coup, je vais laisser vous présenter en quelques mots pour comprendre pourquoi vous êtes là d'ailleurs. On commence à toi l'honneur évidemment, honneur aux femmes comme d'habitude. C'est gentil. Alors je m'appelle Océane, j'ai 26 ans. Je suis éducatrice sociale à Genève et ça fait 1 an que je connais Laurent et avec qui je fais des Via Ferrata très régulièrement. Très régulièrement. Très régulièrement. Toi Lilian, donc tu as un parcours, tu as plusieurs casquettes on va dire. Ça va être compliqué si on veut tout dire, mais globalement, je travaille dans la montagne, pas en montagne, mais dans le domaine de la montagne. Je bosse actuellement depuis 3 ans dans une petite boutique spécialisée montagne où je passe mes journées à parler escalade, blog, Via Ferrata, bivouac, rando, trek. Et j'alimente depuis maintenant 6 ans, 7 ans, une chaîne YouTube qui s'appelle Arnaud Voyage. Et cette chaîne YouTube, pour se faire connaître, elle a coulé sur les autres réseaux sociaux et surtout Instagram. Et dans ces différents réseaux, on va parler de voyage en van, de transformation de van. Ça, c'est par ça que j'ai commencé. Et puis la Via Ferrata, que je pratique depuis maintenant 20 ans. Je crois que ma première Via Ferrata, ça doit faire 20 ans que je l'ai faite. Et depuis, j'en ai fait plein d'autres. Et j'aime partager parce que ça a été pendant un moment mon métier. Donc voilà, j'aime vraiment échanger avec les gens et partager des expériences et les Via Ferrata. Et du coup, on va commencer cette émission en parlant de matériel, puisque vous êtes nombreux à démarrer la pratique de la Via Ferrata. D'ailleurs, c'est un petit peu un sport qui devient de plus en plus connu. On va parler de matériel. Alors, quel matériel choisir pour se lancer en Via Ferrata ? Ça, c'est une question qui revient très souvent sur les réseaux et sur nos différentes plateformes. Alors, toi, Lilian, qui travaille en magasin de sport, est-ce que tu peux nous conseiller quel matériel choisir ? Eh bien, en fait, il faut un matériel avec lequel on va se sentir bien. Je ne vais pas privilégier ici une marque ou une autre. Il y en a plein. Je sais que certains d'entre nous ont des petits accords avec des marques et justement, il faut essayer, il faut aller. Alors, je ne vais pas parler pour mon échoppe, mais si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas perdu au milieu des Cévennes ou au milieu du Morvan, allez faire un tour dans une boutique parce qu'il faut essayer le matériel avant de l'acheter. Il faut essayer le baudrier pour savoir si vous va bien. Il faut essayer les longes de Via Ferrata pour savoir si dans la main ça vous plaît. Il faut essayer le casque. Et globalement, quand on nous pose la question, je dis il faut essayer. Après, il y a différentes gammes de produits. Il y a... Tu as du Petzl en équipement. Petzl, ils ont un baudrier qui s'appelle le Corax, qui est une des références. On va pas parler de premier prix parce que c'est déjà un baudrier qui est très très bien construit, mais c'est je crois que c'est celui ça, c'est le Corax ici, du coup, LT, c'est déjà une version un peu améliorée du Corax et c'est un très bon baudrier, pas trop cher. Dans le commerce, il sort aux alentours de 60 €. Si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui débute ou si vous n'avez pas une grosse bourse pour pouvoir débuter et vous équiper, commencez peut-être par ce genre de matériel. Et après, il y a du matériel plus cher qui existe et plus il est cher, plus il est technique. Donc, est-ce que vous en avez besoin au début ? C'est pas sûr. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un harnais ultra light qui ne se sent pas autour de vous parce que vous allez faire une Via Ferrata par an ? Donc, quel matériel prendre ? Prenez un truc simple pour débuter, un truc simple que vous maîtrisez. Et puis après, avec le temps, avec l'expérience, vous découvrirez qu'un matériel un peu plus léger, un petit peu plus technique, ça va vous aider soit à passer des gros dévers parce que ça vous fait moins lourd ou les doigts sont plus faciles à prendre. Donc voilà, si vous avez besoin d'évoluer, achetez quelque chose de technique et d'un peu plus cher. Si vous avez besoin de débuter et que vous n'avez qu'une Via Ferrata par an ou 2 Via Ferrata par an, prenez quelque chose de simple, de premier prix. Dans une grande surface du sport, ça ira très bien aussi. Et du coup, il faut faire aussi attention à la taille. Il y a une énorme importance à accorder à ce paramètre, puisque cet été, il y a eu un accident. D'ailleurs, il y a eu plusieurs accidents. Une personne de 60 ans qui s'est retrouvée pendue par les chevilles dans le vide, au-dessus de 60 mètres de vide, ou peut-être un peu moins. Mais du coup, ça doit être dû à un problème de réglage et de taille de baudrier, du coup. Effectivement, c'est une vidéo ou une image qui nous a tous choqués cet été, de voir ce gaillard pendu par les chevilles. Je le disais tout à l'heure, un harnais, un baudrier, ça s'essaye parce qu'en fait, on a besoin de voir si on le remplit. Il existe différentes tailles. Tu montrais le Corax LT qui est de taille L. Si tu regardes sur le côté de l'étiquette, il y a marqué c'est pour un tour de taille qui va de temps à temps. Ouais. Si tu n'es pas dans cette morphologie-là, eh bien, peut-être que ce baudrier-là, il ne va pas bien
installé à toi et que du coup il va glisser ou alors il va trop te serrer et ça va pas être agréable ni pour toi ni pour les autres qui vont devoir supporter ça. Et au moment où tu le serres, quand tu serres la sangle qui te sert de ceinture, eh bien il faut que tu aies du mal à passer la main sur le côté. Il faut pas que tu passes ton bras tout entier, parce que si tu passes ton bras tout entier, ça veut dire que ton baudrier il va être trop large. Pareil, au niveau des cuisses, quand tu vas avoir besoin de voir si tu es bien réglé, il faut que tu puisses passer ta main sur la cuisse, mais ne pas lever ta main. Et on voit souvent sur les Via Ferrata des gens qui ont du matériel de location où ils n'ont pas prêté attention ou aux consignes ou à la façon dont il fallait les régler et ça baille dans tous les sens et c'est un comportement qui est un comportement à risque, même involontaire, mais c'est un comportement à risque parce que s'il y a une chute, tu risques de basculer en arrière et de voir ce qu'on a vu cet été. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter plusieurs fois pendant l'évolution en Via Ferrata à resserrer aussi les sangles parce que ça se desserre très facilement en fait. Absolument, ouais. Quand on encadre en escalade, je suis aussi encadrant escalade en associatif bénévole, et on demande à ce que les gens, s'ils ont des pulls ou s'ils ont des polaires, de mettre la ceinture par-dessus tout ça. Et effectivement, quand tu es en Via Ferrata, si tu commences, aujourd'hui j'étais aux échelles de la mort, j'ai commencé, il faisait 8 degrés, j'étais en polaire, au fur et à mesure de la Via Ferrata, tu enlèves des couches, c'est normal. Pareil, quand tu es en montagne, tu vas commencer, tu es un peu froid, puis très rapidement tu vas enlever des couches. Et là, il faut resserrer régulièrement parce que le textile s'est un peu tassé, parce que tu as enlevé une couche, tu as enlevé ta polaire ou autre. Et ça a beau être des fermetures qui sont dites à verrouillage, à serrage, qui ne sont pas censées s'ouvrir, ça arrive quand même de temps en temps que ça se défasse un petit peu et qu'il faille resserrer un peu. Et du coup, on va parler cette fois-ci matériel personnel. Toi, Océane, quel matériel est-ce que tu utilises et pourquoi du coup ? Du coup, j'ai commencé, j'avais le matériel Mammouth quand j'ai débuté et maintenant je suis sous Petzl, du coup grâce à toi. Sous la contrainte. Contrainte et forcée. Par contre je sais plus. Pour quelle raison du coup tu as choisi Mammouth? C'est sentimental là. Mammouth. C'était sentimental, oui, parce que c'était celui de mon grand-père, et Petzl parce que c'est quand même une marque très réputée et puis c'est technique, il est super léger, le baudrier que j'utilise, donc vraiment très utile. Et aussi les longes, au début j'avais à goupille et maintenant j'ai avec la protection à l'arrière. Et du coup c'est beaucoup plus pratique je trouve. Donc après ça c'est personnel. Et en main franchement j'adore. Donc ce qu'elle est en train de raconter, c'est qu'elle avait un vertigo avec la bague sur le doigt, la bague qu'il faut tirer pour ouvrir. Et maintenant tu as un déclenchement à la paume où c'est la paume derrière qui vient ouvrir. C'est ça. Ouais, je trouve ça plus rapide et plus pratique. On est entièrement d'accord, ils sont vraiment très agréables. Et du coup, toi, Lilian, tu utilises quel matériel ? Je pense que tu as une panoplie chez toi qui est infinie en fait. Tu utilises quel matériel et surtout pourquoi ? C'est un peu le problème, quand tu bosses dans le domaine, tu as envie d'essayer des choses et de voir des choses. Alors, je suis affilié à aucune marque et j'ai aucun contrat de partenariat, de sponsoring ou autre, donc je peux vraiment me permettre d'aller chercher ce qui me plaît. Et c'est vrai que Petzl propose de très très bons produits. C'est fait à Kroll, c'est français. La plupart des équipements hors textile sont vraiment faits dans la vallée de Grenoble et aux alentours, donc c'est vraiment une très bonne marque. Mais il y a d'autres choses ailleurs, tu parlais de Mammouth, qui est une très bonne marque également. Mon baudrier, c'est un baudrier Rock Empire, c'est une marque tchèque qui est très implantée et il est ultra léger. La ceinture, il est là, ouais, il est là. Il est ultra léger. Tu peux le mettre bien devant toi, parce que là on le voit pas. Voilà. C'est un 4B slide. Il est très léger. Moi, je le trouve super efficace. On le sent pas quand il est porté, et j'en suis vraiment très content. Mais des équivalents, il doit y en avoir chez Edelrid, il doit y en avoir chez Camp, il doit y en avoir, chez toutes les autres marques. Pour les kits de Via Ferrata, moi j'ai un Edelrid. Il est là aussi. Hop. C'est celui qui a le triple émerillon là. Voilà. Ça, tu peux le laisser un petit peu. Voilà. Donc, pour celui qui ne connaît pas les termes, un triple émerillon, c'est quoi du coup ? Alors, attends, je fais du bruit pour faire croire qu'on est des vrais professionnels. Hop. En fait, quand tu regardes le kit de Via Ferrata, tu as la petite sangle qui te permet d'accrocher sur le pontet avec le nœud en tête d'alouette. Tu avais fait une très bonne vidéo là-dessus d'ailleurs. Ici, tu as l'absorbeur de choc. C'est là-dedans qu'il y a à peu près 2 mètres, 2 mètres 20 de sangle enroulée. Ouais. Et puis à la sortie, tu as le départ de tes 2 longes qui vont vers les mousquetons. Et ici, en fait, il y a une petite pièce chez Edelrid, mais Saleva fait la même chose, Camp fait la même chose.
chose avec 3 émerillons. C'est-à-dire que quand tu fais la Via Ferrata, peut-être que tu as rencontré ce problème un jour où les sangles, elles s'en mêlent entre elles. Ouais. Parce que Ça arrive souvent. Hein. tu fais pas gaffe à ce que tu fais, ça tourne, tu prends le premier mousqueton qui passe et tu fais pas gaffe. Et donc pour éviter ça, il existe soit des systèmes avec un seul émerillon ici, où l'ensemble des 2 longes vont tourner. Et là, en fait, il y en a 3 des émerillons. Il y en a un tout en haut et il y en a un à chaque départ. Et c'est ultra fluide. Alors c'est un peu plus lourd, mais c'est ultra fluide et il n'y a aucun moment où tu vas t'emmêler. Okay. Donc tu vois, le harnais, le baudrier, c'est un Rock Empire. Les longes, c'est des Edelrid. Pour les gants, je ne sais pas si vous êtes de la Team Gant ou... Oui, Team Gant. Team Gant. C'est sûr. C'est un débat, ça aussi. Hein. J'ai actuellement des Edelrid, mais j'ai eu l'occasion d'avoir des Camps et des Saleva. Et c'était les Camps que je préférais, mais ça ne se fait plus. C'est une version qui ne se fait plus. Et pareil, pour la poulie, ça aussi, c'est un vaste débat dans le monde de la Via Ferrata. J'ai, comme beaucoup de monde, la Petzl Tandem Speed. Et on nous dit sur le chat, j'ai les 2 derniers modèles de Mammut et de Petzl. Les 2 sont super, mais une petite préférence pour Mammut. Il faut savoir que Mammut avait fait c'est le Skywalker, je crois, chez Mammut, ils avaient fait un rappel avant l'été parce qu'il y avait eu un petit défaut. Donc si jamais tu es concerné, ça peut être pertinent de contacter Mammut. Ils font un retour et un renvoi assez rapidement parce que c'est du matériel technique qui est fabriqué avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention, mais il y a quand même des fois des problématiques qui peuvent se dégager sur les chaînes d'assemblage et de temps en temps il y a des rappels. C'est bien d'être vigilant, mais si tu es concerné par le Mammut, je ne sais pas s'il faut te regarder là ou te regarder là-bas, mais si tu es concerné par le Mammut, regarde si ton baudrier n'est pas à rappeler par hasard. Et d'ailleurs, on est en direct sur le chat sur Instagram. Si vous avez des questions à poser autour de tout ce qui est matériel, équipement, n'hésitez pas à poser vos questions. Par contre, il faut être très rapide pour choper les questions parce que le chat va assez vite. Donc, on va essayer de surveiller ça au plus près. Mais si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va encore un petit mot sur l'équipement. Vous aviez quelque chose à rajouter ou pas forcément? Moi, personnellement, les gants, j'utilise des gants de vélo parce que je trouve ça plus léger et ça m'embête un peu moins sur le poignet. Donc j'utilise ceux-là, mais voilà. Alors, je fais en même temps les questions parce que comment s'appelle le truc qui empêche de s'en mêler? C'est ce qu'on vient de dire justement. Ouais. L'émerillon, si tu veux... c'est ça là, le truc qui empêche de s'en mêler, c'est un émerillon. Ne me demande pas de te le dépeler parce que je vais faire des fautes, mais c'est ce qui fait qu'effectivement ça tourne. Alors il en existe avec 3 émerillons, c'est ce que j'ai là, et il en existe juste avec un émerillon qui empêche un peu moins de s'en mêler, mais qui empêche quand même de s'en mêler. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a sur ceux de Petzl là? Chez Petzl, tu as un émerillon aussi. Tu arrives à passer la sacoche Petzl qui est juste devant toi? Oui, bien sûr. Là. Quand tu regardes, alors je vous le montre là un coup. Ouais, ça c'est pour le live. Et puis après, je vous le montre voilà, là un coup. attends, je passe sur ta caméra, voilà. Très bien. Quand tu regardes ici, là, tout de suite à la sortie de l'absorbeur, tu as un petit truc orange. Et bien ça aussi, c'est l'émerillon qui fait que ça va tourner. Et là, sur les Izuuk, les Scorpio Izuuk, tu n'en as qu'un. C'est-à-dire que les 2 longes peuvent quand même un petit peu s'en mêler, mais moins que quand tu n'en as pas. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de matériel à choisir. Quand tu vas acheter un kit de Via Ferrata premier prix, en général, les premiers prix, ils ont moins d'accessoires. Et dans les accessoires, c'est les déclenchements paumes, ce que tu aimes bien, mais c'est aussi l'émerillon, c'est aussi la légèreté du mousqueton. Donc suivant la gamme de prix que tu veux aller viser, tu vas avoir plus ou moins d'accessoirisation. Et du coup, on a une autre question qui nous demande, est-ce que tu connais la marque Fix? Une marque espagnole, je crois. Oui, c'est ça. Fix, c'est un logo avec un petit lézard. C'est une marque qui se connaît dans le monde de la grimpe un peu plus que dans le monde de la Via Ferrata parce qu'ils font des ancrages et des ancrages d'ascension et des relais et des dégaines. Alors je dois avouer que je ne connais pas forcément leur kit de Via Ferrata, mais ça fait partie des marques qui se connaissent dans le milieu de la montagne. Ouais. Et si vous êtes avec nous sur le chat, n'hésitez pas à poser plusieurs fois votre question puisqu'il y a très peu d'espace pour les lire. Du coup, ça nous permettra d'y répondre. J'ai vu plusieurs questions passer, j'ai pas eu le temps de les lire. Mais enfin... Du coup, on va continuer en attendant vos questions sur le fait de faire sa première Via Ferrata. On a tous été amenés à accompagner des personnes pour leur première Via. Alors toi, Océane, je sais que tu as accompagné pas mal de personnes pour leur première sortie, on va dire. Quel conseil est-ce que tu leur donnes la première fois ? La première fois, j'ai accompagné du coup ma maman, mes frères et puis un peu tous mes amis proches. Et les premiers conseils que je leur fais, c'est de penser à utiliser ses pieds. Parce que je sais surtout les hommes. Mais tu sais, ça tu m'as déjà fait la remarque aussi. Oui, c'est vrai. Arrête de tirer sur tes bras, utilise tes pieds. Mais oui, parce qu'une fois qu'on est bloqué, il faut juste monter les pieds et puis ça va tout seul. Ça sert à rien de tirer comme un bourrin, comme Laurent. Moi, c'est vrai que je suis un mode bourrin. Oui, voilà.
Donc c'est surtout ça, penser à ses pieds et puis regarder autour de soi dès qu'on est bloqué parce qu'il y a toujours possibilité d'avancer. Et puis voilà, je pense que c'est le premier. Moi, je rajouterais aussi un petit truc, c'est de rassurer en disant qu'il y a des échappatoires. Pas sur toutes les Via Ferrata, mais sur beaucoup. Moi, je sais que j'ai déjà amené un ami sur la Via Ferrata de Nantes-sous-Sainte-Anne. Nantes-sous-Sainte-Anne, il y a 3 échappatoires, je crois. Et c'est comme ça qu'il a réussi à aller à la fin de la Via en se disant j'ai eu une porte sortie. Une porte de sortie à chaque fois. Puis au final, c'est allé très très bien. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Lilian? Ouais, non, mais tout ou presque a déjà été dit. Effectivement, c'est rassurer, dédramatiser les choses, utiliser les pieds. Mais utiliser les pieds pas que sur les barreaux, parce que quand on grimpe sur les Via Ferrata qu'on a autour de chez nous en Franche-Comté ou sur l'arc alpin autour de Genève ou dans le nord des Alpes, c'est des Via Ferrata qui sont plutôt très bien équipés. Il y a du barreau dans tous les sens bien souvent, donc il faut vraiment regarder et poser les pieds, des fois pas que sur les barreaux, parce que s'il y a un espace entre 2 barreaux de pied, c'est peut-être que le concepteur il s'est dit là il y a une petite vire où tu peux poser gentiment le pied et poser le pied sur le rocher, c'est pas péché, hein. Tu as le droit, et il y a même des Via Ferrata où il n'y a que ça du rocher, donc dédramatiser les choses et puis effectivement accompagner en disant voilà, on y va calme, là il y a une sortie si tu veux. Quand j'encadre en club et qu'on emmène des néophytes, c'est tout ce que je dis dès le départ. Là, il va y avoir 2, 3, 4 sorties. Alors ça impose à connaître le parcours avant d'y aller, soit parce que tu l'as lu sur un topo, soit parce que tu l'as déjà fait. Et puis à chaque sortie, quand il y a l'échappatoire, je demande, là on en est là, t'en penses quoi? T'as encore des forces, t'as pas de force, t'as des jus, t'as encore des bras, parce que t'as tiré comme Laurent. Mais tu sais, Aurélie, elle vient de répondre dans le chat, elle dit on est tous passés par là, tirer sur les bras comme des bourrins. Mais oui. Alors en escalade, il y a un petit dicton qui dit que si t'arrives pas à atteindre la prise avec les mains, c'est que tes pieds sont trop bas. C'est un peu pareil en Via Ferrata finalement. Si tu es obligé de pousser très fort, pousser le bras loin, c'est que tes pieds sont peut-être pas bien placés. Effectivement, lever un petit peu ton corps, ton buste, tes hanches et tes pieds, ça aide. Alors là, je sais pas qui a parlé dans le chat, mais qui nous disait que c'était une bonne solution aussi l'encordement pour démarrer, notamment pour les enfants, mais pas que. L'autre jour, tu m'as emmené en Via Ferrata pour me faire découvrir l'encordement. Et ça prend beaucoup plus de temps. C'est un monde magique. Hein. C'est un monde magique, mais ça rassure. Ouais, alors l'encordement, on peut faire une petite parenthèse. Il est obligatoire si vous partez avec des enfants ou avec des personnes qui font plus de 120 kg. Il faut savoir que les kits de Via Ferrata, ils sont normés. Et la norme, elle dit que le bon usage du kit de Via Ferrata, c'est pour un public qui va de 40 à 120 kg. Et si on est en dehors de ça, l'encordement, il est obligatoire. Alors si on fait moins de 40, pourquoi l'encordement il est obligatoire? Parce que si tu tombes, il se peut que l'absorbeur de choc ne se déclenche pas et que tu te retrouves comme si tu avais une corde ou une chaîne qui va se tendre très vite et ça va te faire un énorme coup sur le bassin, ça va pas être agréable. Et si tu fais plus de 120 kg, tu pourrais basculer ou en tout cas faire mal travailler le kit de Via Ferrata qui est fait pour absorber d'une certaine façon, comment dire ça simplement, à ne pas dépasser une force de choc. Et quand tu es au-delà de 120 kg, si tu tombes franchement, tu vas dépasser ce que la norme demande d'absorber et tu n'es plus dans les clous. Et donc, dans ce cas-là, l'encordement, ça permet d'absorber et de limiter ces facteurs de choc. Mais tu l'as vu, si tu ne sais pas faire, faut pas s'improviser. Et si tu sais faire, il faut être clair dans ta tête parce que ça demande du temps et du temps. Du coup, on l'a fait sur les échelles de la mort. On a mis quasiment 2 fois plus de temps que la portion. On aurait mis une demi-heure en temps normal. Là, on a mis facilement 1 heure. Hein. Ouais, ça a été assez long et suivant la technique que tu utilises, est-ce que tu fais de la corde tendue? Là, j'ai publié il y a quelques jours une vidéo rétrospective d'une Via Ferrata dans le Vercors qui s'appelle la Vierge du Vercors. Il n'y a pas de câble, ça se fait que en corde tendue. Tu laisses un espace entre le premier et le deuxième, la corde elle est tendue, puis tu avances et tu t'arrêtes jamais. Soit tu fais en longueur de corde, comme quand tu fais de l'escalade et tu arrives à un certain palier, tu t'arrêtes, tu laisses venir la personne vers toi, puis tu repars. Ou tu peux aussi travailler à la difficulté, c'est-à-dire que tu passes un moment de difficulté, tu fais venir vers toi, puis tu repars un peu plus loin, puis tu repasses une difficulté. C'est un peu ce qu'on a fait, et ça c'est super long parce que tu es souvent obligé de t'arrêter. Mais l'encordement, c'est vraiment... faut savoir, mais c'est vraiment magique. 2 questions. La première, c'est en escalade, il y a des baudriers spéciaux pour les enfants. Est-ce qu'en Via Ferrata, c'est le cas également? Nous demande Aurélie. Il y a quelques années en arrière, il y avait une marque qui avait sorti un kit de Via Ferrata qui était dit pour les enfants parce qu'il était capable d'absorber un peu plus bas. Mais la norme, elle est pareille pour tout le monde. C'est de 40 à 120 kg, que tu sois enfant
ou pas. Donc si tu es un adulte un petit peu anorexique et tu fais moins de 40 kg, il faut être encordé. Si tu es un enfant qui fait moins de 40 kg, il faut être encordé. Si tu es un enfant qui fait plus de 40 kg, il n'y a pas besoin. Et des fois tu dis ah oui mais mon enfant il fait 37,75, si je lui mets un sac avec 2 litres d'eau, le goûter de 4 heures... Ça marche du coup ou pas? Bah non, techniquement la norme elle dit que c'est le poids du gamin. Donc, Du corps en fait. Ouais, du poids du corps. Il n'y a pas de kit spécial enfant, ça n'existe pas, c'est la même norme pour tout le monde. Et puis on va continuer à parler de conseils pour débuter en Via Ferrata. Bien choisir sa Via Ferrata aussi, c'est important, et surtout le niveau de difficulté, surtout pas surestimer ses capacités ni ses forces. Exactement, parce que comme en grimpe, il existe plein de niveaux de Via Ferrata différents. Moi, j'ai débuté sur celle de Fort-l'Écluse, mais j'ai initié sur celle de Vouglan, qui est une cotation K1, il me semble, initiation. En français, c'est quoi? C'est difficile? K1, non, c'est facile. Oui. Mais Vouglan, elle est pas si facile que ça. Moi, j'ai déjà eu des retours comme quoi. Oui, on a Lilian avec son petit bouquin. Tu peux vérifier dans le livre Passion Via Ferrata, bien sûr. Vas-y, tu peux continuer aussi. Anna. Et sinon, il y a celle de Nax aussi qui se trouve donc dans le Valais et qui est aussi cotée K1, K2, en tout cas pour les cotations suisses. Donc facile à moyen. Où j'ai déjà initié une enfant justement de 9 ans. C'est vrai que toi tu parles en K. Oui, Ouais. je parle en K. Ouais. Je parle en Suisse. Tu parles en Suisse. Alors K c'est allemand en fait. Ah oui Ouais, tu pourrais être autrichien en A, B, C, D, E, F. Ou tu pourrais être français en F pour facile, PD pour peu difficile, AD pour assez difficile, D pour difficile, TD pour très difficile et ED pour extrêmement difficile. Avec des nuances plus-moins. Ouais, À chaque et des fois, nuances ouais, plus c'est moins. ça. Et c'est là où les cas et l'Autriche est vachement plus performant dans la description des... Mais effectivement, tout ça pour dire que j'étais en train de regarder sur ce magnifique topo. Qu'est-ce qu'il dit le garçon sur ce livre? T'as annoncé, tac, 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 tac. Elle est où, Oh, la la cotation, difficulté elle doit être sous la Tout au première début. photo au début, ouais, première page, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais. De F, facile, à AD, si Voilà. tu prends la petite variante qui te fait passer par les, Donc pas par elle l'échelle, peut mais par... être bien ouais. pour initier. Ouais. Après, si t'es grand, Vouglan, parce qu'elle est très facile, moi j'ai eu beaucoup de... Enfin, je vais pas dire j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu un peu de mal parce que la distance entre les pieds et les Elle est très mains, rapprochée. c'est très rapproché, du coup ça Mhm. m'oblige à travailler Comme comme ça. celle de... C'est laquelle? Comment elle s'appelle? Je sais pas laquelle. Celle qu'on a fait où c'était très physique. Mince, j'ai plus le nom. L'œil de l'éléphant ou pas du tout ça? Non, où on a les pieds très proches des mains dans la gorge. Les parcs thermales de Saint-Gervais. Saint-Gervais. Saint-Gervais, ouais. Celle-là, j'ai trouvé que c'est très physique, mais dû à ma taille aussi, parce que je suis grande et du coup j'avais mes mains et mes pieds très rapprochés, donc tout le temps en tension sur les bras. Celle-là, je pense qu'elle peut poser problème pour même les personnes. Même moi, j'ai été en difficulté à ce niveau-là, ouais. On a, oui, Maëva et je sais plus qui, Aurélie, qui nous a dit, qui a confirmé que c'était bien AD pour Vouglan, du coup. Et on a Desgerges qui dit parc thermal, donc voilà. Aurélie aussi, Saint-Gervais, etc. Je vous rappelle, si vous êtes en live avec nous, vous pouvez nous poser vos questions, on va y répondre. J'avais vu une question par rapport aux chaussures qui avait été demandée. C'est Aurélie qui demandait. Oui. Je pense qu'on peut finir d'abord sur ce que tu racontais pour les Via Ferrata, sur le choix de la Via Ferrata. Ouais. Donc tu as sorti un topo PDF qui est téléchargeable sur Internet. Il existe d'autres ouvrages et s'informer sur ce qui va se passer, sur quelle est la Via Ferrata et ne pas surestimer ou sous-estimer la difficulté, c'est vachement important parce que tu as emmené ta maman quand même. Hein. Oui. Exactement. C'est pas rien. Non. Je sais pas si j'emmènerai. En fait, tu prends des Via Ferrata. responsabilités quand tu emmènes. D'ailleurs, tiens, Ouais. on va parler de ça tout de suite. Parce que ça, si vous emmenez des personnes en Via Ferrata, si vous êtes un peu plus expérimenté, si vous emmenez des débutants, vous êtes responsable de la personne que vous accompagnez. Et ça, tu peux nous en dire un petit mot justement. En fait, si tu veux encadrer un groupe en Via Ferrata, soit tu le fais bénévolement dans le cadre d'une sortie associative, et dans ce cas-là, tu es à la FFME, à la FFCAM ou à Sport pour tous, Sport Réunis, Sport Jeunesse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et dans ce cas-là, tu as un diplôme qui te permet d'encadrer de façon bénévole un groupe sous responsabilité. Soit tu es moniteur, BE d'escalade ou guide de montagne. Et là, tu peux emmener des gens de façon professionnelle, te faire rémunérer pour cette sortie. Si tu n'es pas dans un de ces deux cadres-là, eh ben, tu n'as pas le droit de te faire rémunérer, tu n'as pas le droit d'emmener des groupes pour les former ou pour les emmener vers un niveau. On part ensemble, toi et moi, Laurent, faire Vouglan.
on avance, je me tais, tu avances, tu te tais. Enfin, c'est très schématisé ce que je suis en train de raconter, mais on fait juste la Via Ferrata pour se faire plaisir. Chacun pratique sous sa responsabilité propre. On part ensemble, et puis tu as envie de m'enseigner du savoir. Ouais. Tiens, pour à tel moment, c'est un peu vertical. Peut-être que tu mets le kit de Via Ferrata sous le coude, et puis ton casque, tu ne le mets pas à l'envers. Là, tu m'apprends, tu m'enseignes. S'il m'arrive quelque chose, tu es légalement responsable. Et puis les assurances en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais ça doit être pareil. En France, elles cherchent un coupable, quoi qu'il arrive. Donc faites un petit peu attention à ça. Quand vous proposez à des gens de vous emmener, enfin de les emmener, allez-y en mode on y va calme et on n'apprend pas, on se fait plaisir. Ouais. Du coup, on va revenir peut-être aux chaussures aussi. Pendant qu'on était dans la thématique, on va dire, il y a Aurélie qui nous demandait quelles chaussures choisir pour aller en Via Ferrata. Je commence, allez. Vas-y. Non, moi en fait j'utilise depuis 3 ans la marque Garmon, je sais pas si vous connaissez, et en fait j'ai maintenant un partenariat avec eux. Faut savoir que les partenariats je les fais qu'avec des marques que j'utilisais avant, donc je veux pas devenir influenceur pour de nouvelles marques. Donc moi c'est la marque Garmon, et là j'ai pris des chaussures hautes, enfin elles sont déjà très crantées dessous, donc tu glisses pas du tout, ça maintient la cheville, et en plus au bout de la chaussure, si tu te tapes dans le rocher par exemple, elle est un peu coquée, donc je trouve ces chaussures vraiment idéales pour la Via Ferrata. Elles sont pas trop lourdes? Elles sont pas lourdes du tout, non. Mais elles sont vendues comme étant idéales pour faire de la Via ou de l'escalade, quoi. Et du coup, toi, tu utilises quelles chaussures? Moi, du coup, j'utilise des chaussures de trail parce que je trouve qu'elle a un très bon profil et qu'elles sont très légères. Comme ça, c'est aussi pratique pour la marche d'approche que la marche de retour et pour la Via. Vraiment, c'est celle que je préfère. C'est des Salomon que j'ai en ce moment. Et toi, du coup, Lilian? Pareil, j'ai expérimenté moult marques et moult types de chaussures. Et là, je suis maintenant chez Scarpa. Je sais pas, non, à gauche, plus haut, à droite, voilà. Ici, là, pour vous, là-haut aussi. Voilà. Je suis chez Scarpa avec des Mescalito qui sont des chaussures d'approche. Donc, c'est pas vraiment des chaussures de marche. La semelle, elle est un petit peu plus rigide que pour des chaussures de marche. Mais du coup, quand on pose le pied, un petit peu comme tes Garmon, je pense, on a une sensation de confort et de stabilité. Comme je le disais, ça fait 20 ans que je fais de la Via et j'ai vu plein de choses, et ce que je vais raconter n'est pas des bêtises. En Autriche, j'ai croisé un Tchèque qui était en sandales en cuir. Véridique. Mais sur les Via Ferrata, tu trouves de n'importe quoi. On en parlera, tiens, tout à l'heure des après, cas. Après la pluie en Allemagne, sur une Via Ferrata qui est réputée pour être grasse sur le chemin de retour, j'ai quelqu'un qui était en bottes. Donc tu peux faire la Via Ferrata avec ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien. Après, il y a des choses qui sont mieux que d'autres. Tu parles de chaussures de trail, celles que tu as ont l'air d'être assez efficaces. Il faut juste faire gaffe à ne pas avoir trop de semelles, parce que si tu as trop de gomme, tu sens pas ce qui se passe sous ton pied, et du coup tu n'es pas efficace sur tes poses de pied, puis tu risques de glisser. Si tu dois faire du contact rocher ou du passage un peu technique, c'est pas forcément l'idéal d'avoir des grosses chaussures à la mode là, avec des semelles comme ça, mais tu peux le faire avec des chaussures de marche, avec des chaussures basses, avec des chaussures montantes, c'est comme tu as envie. Il y a donc Aurélie qui dit qu'elle est sur du Salomon aussi, et chaussures de trail. Et puis on a Milo qui nous dit que c'est très bien tant que la semelle est raide. Oui. Ça rejoint ce que je disais sur ce type-là, des chaussures typées approche qui sont faites pour poser le pied sur la roche. En fait, quand la semelle elle est raide, tu peux poser que la pointe du pied. Et quand tu vas mettre, tu fais du bloc maintenant, tu vois ce que je veux dire. Quand tu mets la pointe du pied sur la prise, faut pas que tout s'écrase. Et quand tu as trop de semelles molles, ça peut s'écraser. Et quand tu as des semelles un petit peu plus rigides, c'est un peu mieux. Ouais. D'ailleurs, ta marque de chaussures que tu utilises, c'est aussi les chaussures d'escalade. On trouve les chaussures d'escalade. Oui, c'est celle une que marque tu m'as vendue, c'est ça. c'est une marque qui fait du trail, qui fait de la rando, qui fait du trek, qui fait de l'alpi, qui fait de l'escalade. Donc oui, ça fait partie des grandes marques de chaussures. Mais il y a celle-ci, mais il y en a plein d'autres encore. Ouais. T'as jamais essayé en sandales? Sandales. Non, vraiment, ça me viendrait pas à l'idée. T'as jamais fait en chaussures de marche? Non plus, mais j'en ai vu beaucoup avec des chaussures de sport de course très lisses. Ouais. Du coup, c'est pas très pratique. Voilà. Ok, ouais, effectivement, tu vois tout en montagne. Hein. Ouais. Est-ce qu'on en parle tout de suite des cas qu'on a pu croiser en Via Ferrata, ou on en parle plus tard? On garde ça pour tout à l'heure. Ok. Pour tout à l'heure, ouais. Vibram,
Vibram, ça accroche super bien, mais les crampons morts en 3 mois. Ouais, en fait, je devais pas donner la marque, mais la marque que tu mets en avant sur le message, là, c'est une marque de chaussures de course et qui a effectivement une semelle qui se consume très très rapidement parce qu'elle est faite pour aller sur un autre type de terrain que ça. On a J. Beauvais qui nous dit qu'il a déjà croisé une personne à pieds nus sur la grotte à Carré. Ça doit faire mal, ça. Ouais, celle-là, elle est costaud en plus. Hein. En plus. Ouais. C'est sympa ça. Ouais. C'est ça. Du coup, si on devait en terminer avec ce sujet de première Via Ferrata, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ? Quel conseil est-ce qu'on pourrait donner encore à une personne qui souhaite débuter ? Quelqu'un qui veut essayer l'été prochain, par exemple ? Quelque chose en plus ? Si vous le pouvez, choisissez un parcours que vous avez déjà fréquenté, histoire de pouvoir anticiper les problématiques et les points durs, ou alors apprenez à lire les topos. Hélas, en France, on n'est pas bien, mis à part pour les tiens, on n'est pas bien fourni. On en parlera après, je vous montrerai des topos suisses, on est à 1000 lieues tout ça. Mais ouais, si vous l'avez déjà faite, cette Via Ferrata, ça vous permet d'anticiper les passages durs, de pouvoir assurer facilement. Et puis, il y a une notion, je crois que je t'avais sorti ça un jour en message, la bonne décision, c'est celle qui te fait rentrer à la maison. Le renoncement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter, mais si à un moment où vous êtes en difficulté, où la personne que vous accompagnez, elle ne se sent pas bien, elle n'est pas à l'aise pour plein de raisons, elle a profité de la raclette ou de la fondue, elle a trop chaud, elle a trop froid, on parlera de boisson et de nutrition aussi tout à l'heure, mais pour plein de raisons, elle peut se sentir mal, d'accepter ça et de dire stop, on s'arrête là, on rentre à la maison, on a déjà passé un bon moment, on reviendra là-dessus une autre fois ou pas, et puis on sera peut-être plus ou mieux armé pour pouvoir faire. Ouais. Juste un petit mot parce que je vois toutes les questions défiler, vous êtes nombreux à poser des questions sur le live, n'hésitez pas à les copier-coller, qu'on puisse les voir plusieurs fois parce qu'on n'a que 4 lignes et c'est très très compliqué d'arriver à suivre, donc n'hésitez pas à poser plusieurs fois la même question, on finira par y répondre. Océane, tu voulais rajouter quelque chose, non ? T'as déjà fait en Espagne ? Avez-vous déjà fait des Via Ferrata en Espagne ? Elles sont souvent jamais. Très physiques et ludiques. Moi, elles me donnent envie. Oui, il y en a moi qui aussi. sont au-dessus de l'eau. Trop belle. Ouais, c'est vrai. Cala del Moli. Ouais. Mais j'ai déjà fait, je peux placer ma carte. Si tu vas sur nos réseaux, notamment sur le site internet, c'est pas un site internet, c'est plutôt un blog, arnaudvoyage.fr, tu as un lien cliquable avec une carte interactive où il y a toutes les Via Ferrata qu'on a déjà faites au moins une fois. Et en Espagne, on en a fait quelques-unes. Et effectivement, pour avoir fait en Espagne, pour avoir fait en République tchèque, pour avoir fait en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, au Portugal, c'est vraiment pas équipé de la même façon, c'est pas construit de la même façon. Et en Espagne, tu as des choses qui sont assez ludiques. Il y a, comment elle s'appelle, Feliz Navidad, c'est cette Via Ferrata où tu as les anneaux qui pendouillent. Où tu dois venir. Quand on voit en vidéo sur Instagram, ça stresse ça. Ça te donne envie après les rondins. Il y a 3-4 ans, je suis passé juste à côté, puis en fait, la fenêtre météo était pas bonne pour aller la faire. Et c'est aussi ça le renoncement dont on parlait. J'aurais pu y aller en me disant, allez, m'en fous, j'ai la corde dans le sac, je redescendrai en rappel. Mais non, j'étais tout seul et il fallait prendre une décision sage. Mais oui, il y a de très très belles choses. Et celle qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est Cala del Moli, qui est juste à la frontière espagnole quand tu quittes la France côté Méditerranée. Et là, elle est jolie parce qu'elle est au-dessus de la mer. Il y a Nico qui nous dit, j'ai fait la Skyway to Heaven en Autriche. C'est celle avec la grande échelle. Elle est très instagrammable celle-là. C'est carte postale à souhait. Et pour l'avoir fait aussi, je trouve même dommage qu'on se focalise sur cette échelle qui rejoint deux éperons, parce que après l'échelle, parce que tu peux te dire c'est l'échelle le plus dur, mais après l'échelle, tu te retrouves sur un éperon rocheux, sur une espèce de colonne où tu grimpes sur des pieux, un peu comme à Le Kerbad, sur le Dobbenhorn, tu grimpes sur des pieux et là tu as une ligne de fuite à gauche, une ligne de fuite à droite et tu vois vraiment du paysage et c'est waouh. Quand tu es dans l'échelle, tu es sur une échelle, on a tous fait des échelles déjà, mais là après c'est encore plus mieux. C'est encore plus. On a pas mal de réactions sur les Via Ferrata d'Espagne, d'Autriche également. On a fini avec... Ah non, il y a Aurélie qui nous disait que de bien choisir... je sais plus. Son partenaire. Aussi, mais le message est trop loin. Du coup, on reparlera... Enfin, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez continuer à poser des questions. On va cette fois-ci parler de sécurité. Et pour éviter tout danger sur les Via Ferrata, et ça c'est très important. On parlera justement dans cette section là, de cette chronique, on va dire, de tout ce qu'on a pu voir de catastrophique chez les gens. Mais en fait, dès que tu fais une sortie, tu vois des comment on peut dire, des bêtises humaines en fait. C'est vrai. Du coup, est-ce que vous avez un petit mot déjà à propos de la sécurité ? Par contre, on va commencer sur ce sujet.
Moi, pour la sécurité, le premier truc qui me vient, c'est le fait que je suis assurée à la Rega. Donc j'ai une assurance, je paye 40 francs à l'année pour être assurée à la Rega, donc je peux être élite-reuillée n'importe où en Via Ferrata, à ski, en rando. Donc voilà, ça m'assure une petite protection en plus. Ouais. Donc, parce qu'il est bon de rappeler qu'en Suisse, les secours héliportés sont payants. Si t'as pas l'assurance qui va bien. Très cher. C'est même très cher, ouais. Tu avais un chiffre tout à l'heure, moi j'avais un chiffre, alors j'ai parlé, je sais plus si la personne est dans le chat ou pas, mais la personne s'était fait élitreiller sur la Via Ferrata de Loesch-les-Bains. Il y en avait eu pour 12 100 francs suisses pour un élitreillage de 2 personnes. Et pareil, je sais plus, c'était à la Farinetta ou... Enfin bon, bref, ça peut monter très vite. En gros, on compte 100 francs suisses de la minute pour un secours en hélicoptère, donc ça peut aller très très vite. La Farinetta, à côté de Saillon, là, ils ont pris le pied là-dessus parce qu'il y a énormément de secours et c'est une Via Ferrata qui est très graduelle dans la difficulté. Tu commences facile, ça va en augmentant. Et à la fin de chaque section, je trouve ça très bien pour le coup, même si c'est à chacun de ses responsabilités, mais à chaque fin de section, il y a un petit panneau. Si ça a été galère, rentre. Parce qu'après ça sera pire et de se dire est-ce que je suis en mesure d'aller le faire ou pas le faire, ça influe aussi sur comment tu seras dans l'esprit, dans la difficulté quand ça arrivera. Bon, de savoir que tu peux potentiellement te faire élitreiller, ça t'empêche pas de rester prudente. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs on a là Chat Banon qui nous dit attention à la tyrolienne à Kandersteg. Et en fait en fait c'est vrai, puisque j'ai récupéré un témoignage d'une personne qui a eu un accident cet été. J'en ai parlé avec lui sur Facebook. En fait, à Kandersteg, il y a une poulie qui est déjà installée donc sur le câble, et c'est bien cette poulie qu'il faut utiliser, et surtout pas la tandem speed, parce que la poulie qui est installée, il y a un contrepoids donc qui va vous permettre d'arriver avec douceur, au ralenti on va dire. Et une personne qui a eu un accident, elle avait mis sa poulie tandem speed, elle a pris une vitesse énorme, elle s'est complètement éclatée dans la falaise, quoi. Après, on ne sait pas trop dans quelle mesure elle est partie sur cette tyrolienne, mais c'est aussi écrit alors c'est écrit en allemand pour le coup, en suisse allemand pour le coup à cet endroit-là. Mais oui, cette via ferrata à Kandersteg, même si elle est très instagrammable, cette tyrolienne, elle peut être déroutante parce que tu aurais envie de poser ton propre matériel alors qu'il y a sur place une poulie non speed, voilà, je crois que c'est une Petzl d'ailleurs, mais elle est non speed et qui te fait arriver à la bonne vitesse. Mais pour être passé là, vous l'avez fait quand oui. Moi je préfère passer par la passerelle, finalement c'est vachement plus beau. C'est vachement plus beau. La dernière fois que je l'ai faite, la poulie, je me suis retrouvé bloqué au milieu et la personne devant moi pareil, donc il y avait même plus de vitesse dedans, donc je sais pas si c'est un bug de la poulie ou un mauvais entretien ou je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, à prendre en compte. Ouais. Mais oui, c'est vrai que t'as raison, autant prendre la petite passerelle qui est juste avant, on en profite aussi, au-dessus de la cascade en plus. Faut savoir, en France, tu parlais de la Rega pour la Suisse. En France, si vous êtes affilié à une fédération de montagne, alors la FFME, Fédération Française de Montagne ou d'Escalade, la FFCAM, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, ce qu'on appelle le CAF. Là, justement, on a quelqu'un dans le chat qui nous disait qu'il était au CAF. CAF, et donc quand tu es au CAF, tu souscris également une assurance de par la fédération qui te permet de te protéger, de te venir en aide en cas de dépenses financières. Il faut juste faire attention parce que la FFME, si tu fais du ski, tu parlais de ski tout à l'heure, si tu fais du ski, c'est une option à cocher, donc c'est un tout petit peu plus cher pour l'assurance. Et si tu as besoin d'aller en Suisse, il faut prévenir la FFME un temps certain avant, je ne sais plus si c'est en jour ou en semaine, mais il faut dire je vais aller en Suisse du temps au temps pour faire de l'activité sportive, et dans ce cas-là, tu es couvert également. Il faut se renseigner avec la carte bancaire, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, mais en France, tu peux être couvert aussi avec la carte bancaire. Tout dépend de la carte bancaire que tu utilises, moi je ne l'ai pas, je sais. En Suisse aussi, il me semble, mais c'est que pour la BCGE. Pour la BCGE, Banque cantonale suisse. D'accord. Le truc n'a rien à voir avec les initiales. Ouais. BCGE, la Banque cantonale suisse. Si, BC. Ah si, ouais, t'as pas. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour résumer, donc on peut être donateur à la Rega. C'est 40 francs suisses, tu disais. 40 francs à l'année, ouais. Ouais, 40 francs à l'année. Et en fait, la Rega vit grâce à ses adhésions. Et du coup, je les ai contactés pour avoir des renseignements. Et donc, c'est soit ton assurance prend en charge ton rapatriement, etc. Soit si tu n'as pas d'assurance, c'est la Rega qui va peut-être pouvoir le faire, prendre en charge les secours. Voilà.
Et alors, on parle beaucoup de la Suisse parce que là, on est quelque part dans le Haut-Doubs. Toi, tu viens de Genève, donc on est assez facilement, nous, en Suisse, pour aller pratiquer la Via Ferrata. Mais quelqu'un qui nous écoute de l'Hérault ou des Pyrénées-Orientales, la Suisse, ça n'intéresse peut-être pas. Par contre, vous avez peut-être des astuces pour la... Attends, moi, je suis à la Fédération française du montagnard Et puis on qui a assure aussi, l'escalade de la Via Ferrata. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est et ça. on, aussi Chat qui nous dit qu'elle a été facturée 5600 francs pour son héliportage. Ah ouais, En fait, on voit là que c'est vraiment très très cher. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quasiment 100 francs par minute, 100 francs suisses. Mais si quelqu'un est de Belgique ou d'Espagne, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir leurs commentaires pour savoir comment ça se passe dans ces pays, parce qu'il y a des Via Ferrata en Belgique, hein, faut pas faire n'importe quoi. Non, je m'étais déjà brassé. Oui, alors non, il n'y a pas des montagnes, il y a des collines, mais il y a des Via Ferrata en Belgique, il y a des Via Ferrata en Allemagne, il y a des Via Ferrata en Italie. Ça peut être sympa de voir un peu dans vos commentaires, si jamais vous avez déjà eu l'occasion de voir un peu comment ça se passe dans ces pays-là. Ouais. Du coup, là, on vous rappelle qu'on est en live sur Instagram. On regarde souvent là-bas. Moi, je regarde souvent. Moi, je regarde souvent ici. Me prenez pas pour un malpoli. C'est juste que je surveille les caméras. Donc, des fois, j'oublie de changer de caméra et je me filme en train de regarder comme ça. Et voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu les coulisses. On va parler d'hélitroyage. Est-ce que vous avez déjà assisté à des hélitroyages sous vos yeux? Alors moi, à 2 fois, et 2 fois au même endroit en plus, c'est la Via Ferrata du Rocher de Naye, donc qui se trouve à Montreux. C'est une via qui est côté aussi très difficile à extrêmement difficile, donc j'ai retrouvé des personnes, c'était leur première Via Ferrata, donc forcément déconseillée. Et elles sont tombées toutes les 2 personnes, et puis donc elles n'arrivaient plus à avancer. Elles ont voulu désescalader, ce que j'ai fortement déconseillé, donc je leur ai conseillé plutôt d'appeler l'hélicoptère pour pouvoir sortir. C'est toujours impressionnant, c'est impressionnant de voir un hélitroyage. Ouais. Moi, j'ai assisté à mon premier sur les rochers de Naye aussi. Ouais. Et toi, du coup, tu as déjà assisté Moi, à j'ai ça? fait à Vouglan, ouais. Je suis allé faire une Via Ferrata au Regardoir, et au moment où je descendais du parking pour aller accéder au départ, là, il y a Dragon qui est arrivé et qui déposait quelqu'un qui s'était même pas blessé, c'était juste un moment de fatigue, un gros moment de faiblesse, et même pas dans la partie difficile, comme quoi ça peut arriver à tout endroit. Et ouais, alors je l'ai pas vu partir, mais je l'ai vu atterrir, et du coup c'est quand même impressionnant parce que ça mobilise et de l'humain et du matériel, et ouais. Voilà, moi les 2 fois où je l'ai vu, c'était des personnes qui n'avaient pas non plus de corde de repos, qui du coup ne pouvaient pas se reposer dans le moment difficile, donc elles ont dû abandonner et puis elles sont tombées. Ça, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire sur tous les kits qu'on fait, qu'on s'équipe dans des magasins. Alors, la corde de repos, c'est cette longe qu'on va rajouter, soit simplement en mettant un mousqueton supplémentaire à la sortie du kit de Via Ferrata. Tu en as un. Hop là. On peut ici rajouter un petit mousqueton pour pouvoir se vacher. Le vrai terme technique, c'est se vacher ou se reposer quand on est en difficulté. On peut l'avoir également avec une longe supplémentaire. On parlait de Petzl avec la poulie Tandem Speed tout à l'heure. La référence du moment, je crois que tu en as une là, c'est la Connect Adjust qui est chez Petzl, qui permet d'avoir une longe un petit peu réglable. Alors pourquoi est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi Petzl nous incite à ne pas se vacher avec ce genre de vache? Moi, Petzl me déconseille de me vacher avec ça. Te vacher pour te reposer? Pour me reposer. Ils lui disent de mettre plutôt de mettre sur à la la poulie. base du baudrier. C'est pour pas avoir redondance de matériel. Mais en fait, ça fonctionne très bien. Si tu te mets ici, tu peux te vacher, te reposer. Y a pas de souci. Ça, c'est ce que Petzl conseille de faire. Voilà, Ouais. c'est ça. Et après, c'est peut-être parce que quand tu as une double comme ça et que tu es vraiment néophyte, tu pourrais avoir tendance à jouer la Via Ferrata avec ça. Celle-ci, elle est double, il y a 2 mousquetons, plutôt que d'aller avec ton absorbeur. Ça peut être une solution. Je n'ai pas franchement d'explication. Nous, quand on est en boutique, moi qui suis très sensible à l'affaire, je dis que c'est bien de pouvoir se vacher, que tout le monde devrait avoir de quoi se vacher. Et tu parlais des choses improbables qu'on voit régulièrement, des gens qui ont loué leur kit de Via Ferrata où tu n'as pas de quoi te reposer dessus. Si tu loues ton kit de Via Ferrata, c'est que déjà tu n'es pas à l'aise en Via Ferrata, peut-être c'est ta première, et si tu n'as pas un petit mousqueton de sécurité supplémentaire pour te vacher, je trouve ça dommage. Ouais, moi je trouve ça indispensable clairement, d'avoir ça, ouais. clairement. Ça m'a sauvé plusieurs fois quand j'étais fatiguée, que ce soit celle qu'on a fait à côté de chez toi
la À extrêmement Ornans. difficile. Ah, Ah bah, À Ornans. celle-là, on a été content de l'avoir, Là, la oui, vache clairement. celle d'Ornans. Ouais. Ouais, pouvoir Mais- se reposer. Hein. Mais la partie ED d'Ornans, que je trouve être la partie la plus dure de France, mais ça c'est un aparté, on aura Ouais. peut-être Je l'occasion trouve d'en parler d'accord. plus. Je suis totalement d'accord avec toi aussi. Si tu te vaches pas, soit tu as des vrais muscles en béton, et dans ce cas-là, chapeau, mais si tu veux être safe, il faut se vacher, et il n'y a pas que dans les ED ou dans les TD qu'il faut se vacher, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'hélitroyage qui a lieu à Vouglan, c'est pas une extrêmement difficile Vouglan, donc se vacher, se reposer, c'est quand même quelque chose que... D'essentiel. Ouais. Même pour pouvoir s'arrêter pour boire ou manger, au moins on a les mains libres, on est en sécurité, et puis... Il y a Maëva qui dit qu'elle préfère aussi se vacher avec une longe supplémentaire. Ouais. Alors, on parlait de la réglable, mais il en existe plein d'autres. Là encore, on pourrait donner plein de noms et de références de marques différentes, avec des versions non réglables, avec des versions réglables, avec des versions simples, avec des versions doubles. Il y en a plein. Faut essayer. Tiens, un copain peut me prêter celle-ci, j'essaye, je me sens bien, pas bien, et puis comme ça, on fait son choix. Du coup, est-ce qu'on parlerait pas de personnes qu'on a rencontrées sur les Via Ferrata avec des équipements un peu spéciaux? Oui. Des personnes, parce que moi cet été j'en ai rencontré des wagons. Des wagons. Déjà les jeunes, j'en ai fait une vidéo sur ça, des jeunes qui sont partis sur une tyrolienne qui allait partir, je les ai arrêtés juste avant qu'ils partent, qu'ils allaient s'élancer sur une tyrolienne sans poulie, donc ils se sont mis avec le mousqueton, enfin avec les mousquetons sur le câble pour descendre comme ça, et je suis arrivé pile à ce moment là en leur disant c'est une grosse erreur, là vous êtes en train de faire la connerie de la vie. Et du coup heureusement ils se sont démousquetonnés et ils ont pris l'échappatoire, mais ça grosse erreur. D'ailleurs on va parler des poulies aussi tout à l'heure. Ouais. Tu as des exemples toi aussi? Moi j'ai un exemple, mais c'est une personne, justement comme tu dis, qui n'avait pas le Y, et du coup qui était avec juste des cordes fixes, donc il n'y avait pas d'absorbeur de choc, rien. Et puis aussi une personne en sandales. En sandales c'est chaud, hein. Ouais. C'était même pas des sandales accrochées, donc tu perds une chaussure et c'est bon, c'est fini. Ouais. Et il y a c'est avec toi qu'on a fait aussi celle de je sais plus, de là où tu repasses par une grande falaise avec les galeries comment je sais plus, bref. Rock du vent? Non, pas du tout. Ah. Bon, bref, c'est pas grave. Non, vas-y, continue, explique. Ouais, un mec qui allait mais torse nu, en short. Ah si, chaussures. c'était Elle est dans ton celle topo de... Elle est là. C'était celle de Saint-Gervais qui Non. a grimpé sans équipement. Non, c'est pas ça. Une personne en tout cas qui a grimpé Ouais. sans équipement à Saint-Gervais, sans baudrier, sans longe, sans casque, sans gants, sans rien du tout. Sans sac, il était vraiment en short, t-shirt, et puis il y allait. D'ailleurs, c'est là aussi, on parlera tout à l'heure d'alimentation et de l'importance de boire. C'est que Oui. quelqu'un qui part sans rien comme ça, t'es pas à l'abri d'avoir un coup de fringale ou d'avoir un souci. Ça, c'est juste imprudent, quoi. Tu allais rajouter quelque chose. Ah oui, dans les choses improbables que j'ai croisées déjà aussi en Belgique, je suis tombé sur 2 cordistes. Donc cordiste, c'est un métier, tu as un équipement professionnel qui n'est pas tout à fait le même que l'équipement sportif, qui sont partis avec leur équipement de cordiste en Via Ferrata. Et en fait, il faut savoir que même si l'absorbeur de choc et le mousqueton ressemblent très fortement à ce que tu as sur ton kit de Via Ferrata, c'est pas du tout la même chose. Ça encaisse pas les mêmes chocs, ça encaisse pas de la même manière. Le poids de référence n'est pas le même, donc ça c'est pas bien. Si t'es cordiste et que tu as envie de faire de la Via Ferrata, oublie, passe ton chemin, ou alors équipe-toi comme il faut. Des gamins avec des cordes. Tu parlais tout à l'heure de gens qui avaient des longes en Y juste avec des cordes. Ça, j'en ai croisé des dizaines et des dizaines. Un mec à poil en tyrolienne. Il y a Rémi qui est en train de mettre, il y a déjà eu un mec à poil en tyrolienne, sauf le mec c'était moi, je me suis lancé un défi cet été de faire une tyrolienne à poil. Du coup j'ai pas publié la vidéo, je l'ai mais je l'ai pas publié. Bon, Voilà. c'est au 1er avril l'année prochaine. Mais aux échelles de la mort, j'avais fait il y a quelques mois une vidéo où je teste 7 poulies différentes, et quand j'arrive, je suis allé tôt le matin en me disant je rencontrerai personne parce que tu restes un temps certain sur la tyrolienne à passer, repasser, et là j'arrive et j'entends un mec qui râle, il fait du bruit, il est en plein milieu de la tyrolienne et puis il avance pas. Je lui dis qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait il était sur un mousqueton. Il était sur un mousqueton acier en se disant ça va passer, ça va on va y glisser, arriver. Ouais, ça va glisser. Totalement. Alors ça a glissé les 3-4 premiers mètres et après ça a plus glissé, et donc la longe était un petit peu longue, du coup il n'arrivait pas bien à attraper le câble. Alors je lui dis si tu veux je viens vers toi et je te secours, et on continue à avancer comme ça. Il me fait non, je vais y arriver. Alors, je vais attendre
qu'ils finissent pour faire ma vidéo. J'ai attendu un moment, 20 minutes. Tout à l'heure, on discutait en off à Charmey, que vous avez fait aussi tous les deux. J'ai fait une sortie club là-bas et on était 3 encadrants diplômés à avoir dans nos sacs les cordes de secours. Ça, on peut en parler aussi plus tard, les cordes de secours. Et ben, tous les 3, on a sorti nos cordes de secours à un moment ou un autre. Et en haut de la Via Ferrata, à Charmey, elle a cette particularité, la Via Ferrata, d'avoir un kit imperdable. Tu sais, c'est de l'aéroline. Une fois que tu l'as enclenché, tu peux pas le sortir avant d'arriver à la fin. D'ailleurs, j'ai voulu le tester, ce système. Et même à Charmey, on m'a dit, franchement, je vous déconseille de tester ce truc. On m'a dit, allez-y avec votre matériel. En fait, je pense que dans la Via Facile, tu prends plaisir à prendre le temps de le passer comme il faut, un peu comme quand tu joues au Docteur Mamoul. Voilà. Même comme les acrobranches. Ouais, comme les acrobranches. Ça s'appelle le Zaza ou des équivalents en acrobranche. Ben là, c'est l'aéroline à Charmey. Et en fait, quand tu es en galère dans la partie TD ou dans la partie ED, tu as tout sauf envie de te concentrer sur comment est-ce que tu vas réussir à le passer. Et ben là, il y a un gars qui avait loué du matériel. Il était avec des potes qui avaient leur propre matériel. Et en haut, les potes se sont décrochés. Ce qu'il ne faut jamais faire, quand tu arrives sur le câble de la Via Ferrata, tu restes accroché jusqu'à la fin. Ils se sont décrochés sur le promontoire tout en haut pour prendre une petite photo et boire un verre. Et ben lui, comme il ne pouvait pas se décrocher, il a enlevé son baudrier. Et ben devinez ce qui s'est passé quand il est revenu. Il n'y avait plus de baudrier. Du coup, il s'est retrouvé comme un. Il s'est fait braquer son baudrier sur la Via Ferrata. Mais non. Mais si. Voilà, t'as pas l'air con. Tout arrive. Et heureusement qu'un copain qui était avec nous, qui encadrait un autre groupe que le mien, il avait dans son sac une corde, il lui a fait un baudrier de fortune. Oui. Mais des inepties comme ça, on en voit, mais tous les étés quand on part en Via Ferrata. Alors peut-être plus nous qui sommes sensibles à l'affaire. Là, il y a Sylvie qui nous dit qu'elle a déjà vu sur la Via Ferrata de la Tour d'Aille quelqu'un avec un sac à dos et le chien dans le dos. Moi, c'est ma maman. Et on était ensemble. En vrai? Oui. C'est vrai? Mais c'est vrai. Ah mince. C'était un petit chien, mais vraiment, en plus, il bougeait dans tous les sens. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait sauter. Ça m'a fait super peur. Ouais, j'ai du mal à comprendre le truc. C'était un petit Jack Russell, mais faut pas faire ça. Enfin, mais t'avais eu une question en plus, toi, de quelqu'un qui te demandait pour faire avec un bébé. Ouais, moi, la question qu'on m'a déjà envoyée donc, sur le Instagram Passion Via Ferrata, est-il possible d'emmener un bébé dans un sac à dos, pas un sac à dos, un porte-bébé, quoi, de faire une Via Ferrata avec un porte-bébé, mais en fait, à quel moment t'oses te poser cette question? Oui, enfin, ça devient dangereux à un moment donné. Enfin, 3 fois rien. Il y a quand même, enfin, nous on a un casque sur la tête, le bébé, il a un casque, il a un crâne tout mou à ce moment-là. Enfin, vraiment, c'est la. Non, ça me viendrait pas à l'idée. Mais il y avait eu une question qui défilait tout à l'heure au début de l'émission là, sur à partir de. Non, c'était toi qui avais cette question sur ton téléphone. À partir de quel âge on peut faire la Via Ferrata? Oui. En fait, c'est un peu la prémisse de ça. Non, faites pas avec un bébé. Et si vous voulez aller faire la Via Ferrata, ni avec un chien, ni avec. Alors, j'ai fait en Italie avec un chien, mais bon, c'est autre chose. Il marchait ton chien, il était pas dans le sac à dos. Il avait même un harnais. Voilà. Elle avait vraiment un harnais de montagne pour chien. Oui, ça existe. On trouve de tout. Et en fait, quand on regarde les descriptifs des Via Ferrata, à l'entrée de chaque Via Ferrata, il y a un panneau. Le panneau, il dit la difficulté, la longueur, le temps estimé, enfin plein de choses. La taille. Et il donne la taille. Et en fait, cette taille-là, elle est à prendre en compte parce que, alors c'est pas normé, c'est subjectif, mais c'est la taille minimum que l'ouvreur, c'est celui qui a installé la Via Ferrata sur le rocher, estime bonne pour ne pas se mettre en danger. C'est-à-dire, s'il y a marqué 1m30, c'est-à-dire qu'entre les pieds et les mains, il y aura 1m30, mais pas comme ça, 1m30 comme ça, parce que dans cette position, avec les mains à peu près au niveau du buste ou du t'es nez, confortable pour grimper. Encore confortable pour faire tes transitions. Alors que si t'es tout comme ça, moi j'ai partagé une vidéo où... Toi c'est toi qui as... Non, c'est moi. Non, c'est moi j'en ai partagé une où, je crois que j'ai fait aussi. Où un papa porte le gamin comme ça dans le vide. Parce qu'il touche plus par... Il touche plus la roue. Ça c'était à Ornans. Et en fait à Ornans, il y a une notion de hauteur au début de la Via Ferrata. Et si vous avez emmené des gens, même si votre enfant il fait de l'escalade, ou il fait du bloc, ou il fait de la gymnastique, ou il est super à l'aise en montagne, essayez de ne pas transiger l'affaire parce que vous pourriez vous mettre en danger. Du coup, on rappelle qu'on est en direct sur Instagram. Par téléphone, c'était pas ce qui était prévu, mais on n'a pas de réseau, du coup on fait comme on peut. Et demain, vous allez pouvoir découvrir le live monté, avec de belles images sur YouTube. On a Clétersteg Fox qui nous dit merci à vous car vous faites partie des quelques personnes qui m'ont fait découvrir la pratique et surtout m'ont donné envie de découvrir toujours plus de Via. Ça fait plaisir d'avoir des retours ce genre de. Toi. Comment? Klettersteig. Klettersteig. Ah, toi, tu es allemande. C'est ça.
Et on a Chat qui nous dit oui, en France, en 3 langues, pas forcément en Suisse, les notifications. Alors ça, j'ai pas compris. Ça devait faire partie de la discussion de tout à l'heure, mais là, j'ai perdu le fil. Non, mais je pense qu'elle dit, c'est qu'en France, tu peux te retrouver avec du français et de l'anglais. Je pense qu'il y a beaucoup de panneaux. Là, cet été, j'étais en Lozère, en Haute-Loire et dans le Cantal, et tous les panneaux étaient au moins en français et en anglais. En Suisse, je pense que tu as souvent suisse-allemand. Ouais, suisse-allemand, puis anglais, non? Pas forcément, ouais. C'est souvent le suisse-allemand. Ouais, donc il faut Oui. emmener ton Google Translate. On a Maëva qui nous dit d'ailleurs, faut faire attention sur les vaches Petzl, il y a un logo avec Via Ferrata barré, et c'est juste pour dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme longe en Y, mais uniquement en vache. C'est vrai que quand on achète ces... Alors je sais plus lesquels c'est. C'était pas ça, si c'est ça. C'est ouais, ça, voilà. ouais. C'est sur la notice de ça, ouais. Il me semble que oui, c'est sur écrit... la notice de toutes les vaches, en fait. Ok, donc là on le verra pas, là c'est écrit dans la notice à l'intérieur, mais c'est vrai qu'il y a écrit Via Ferrata barré, alors que ça peut être utilisé, mais pas en longe de Y, enfin il n'y a pas l'absorbeur de choc dessus. Hein. C'est ça. Oui, c'est plus une longe de repos. Ouais, une longe de repos. Eh bien, je sais plus ce que j'allais dire. Bah, on était dans les bizarreries qu'on a vues. Oui. Je sais pas si vous avez vu encore des bizarreries, des choses formidables. Un monsieur qui ne parlait pas, qui devait parler espagnol d'ailleurs, sur la tour du Jalouvre cet été, qui arrive vers moi avec un tas de ficelles à la place de ses longes. Donc c'est des je sais pas comment vous appelez ça, des ficelles assez fines. Des ficellous. Des ficellous peut-être, je sais pas. Dans Des cordelettes. Le vrai terme, c'est cordelettes. Ouais, c'est ça. Des petites cordelettes, mais tout emmêlées. Pas d'absorbeur de choc, rien du tout. Il arrive vers moi, il regarde, il fait It's not bueno. Je dis pas bueno du tout, oui, effectivement. Mais à partir de quel moment tu t'engages sur une Via Ferrata si tu sais que le matériel il est pas bueno? Mais tu sais, ça j'ai vu à Ornans aussi encore un gars qui était devant nous avec juste des sangles, tu sais, les sangles plates que tu vas avoir en escalade, qui te permettent de faire des relais ou des dégaines rallongées. Il avait juste 2 sangles qui partaient, puis un coup de scotch pour qu'elles soient bien. Ça passait dans un mousqueton, mais le coup de scotch était pour qu'elles soient bien ensemble et tout ça. Et je lui dis, mais faut pas faire ça. Je lui dis, non, mais en fait, c'était pour essayer, pour voir si ça me plaît. Puis après, j'irai acheter une plaquette Kong à absorbeur par freinage. En fait, les kits de Via Ferrata qu'on a maintenant, ils ont une bouboule là, c'est cette pochette dans laquelle il y a de la sangle qui va se découdre. Et avant, à l'époque, c'était à peu près entre les dinosaures et les hommes de Cro-Magnon, il y avait des cordes qui passaient dans une plaquette où ça faisait 2-3 tours dans des anneaux, et quand tu tombais, eh bien, ça coulissait et ça freinait. Et du coup, ils voulaient faire ça, sauf que c'est plus dans la norme maintenant. C'est réutilisable, mais plus dans la norme. Autre petite bêtise que vous avez pu voir. Là, j'ai Marie qui dit, mais c'est une connerie que j'ai faite, donc j'ai pas envie de la relever. Non, vous n'avez pas d'autres petites anecdotes à me raconter? Dans les équipements, la bonne poulie, mais ça c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, parce que tu parlais de Klettersteig Fox qui nous suit sur les réseaux, mais c'est la même chose avec Chupicho, Augustin. On l'appelle tous Chupichou. Augustin, si tu nous suis ou si tu nous vois, qui avait mis une vidéo où il est avec sa poulie rouge, Petzl, et il est fier et tout content de profiter de sa tyrolienne, et tu vois qu'il a plaisir à faire. Sauf que la poulie rouge, elle est faite pour corde, la réa, la roulette, elle est en alu. C'est-à-dire qu'arrivé à la fin de sa tyrolienne, il a bouffé un peu de sa réa, et s'il en fait plusieurs, peut-être qu'il finira à casser sa réa. Donc, ouais. Du coup, pendant qu'on est dans le sujet des poulies, on peut peut-être en parler tout de suite. Tu nous as amené une panoplie de poulies. T'en as combien là? Il y en a 4 déjà. Et 5. Alors, si on peut t'entendre avec le micro, c'est encore mieux. Je disais, il y en a quelques-unes. En fait, quand on suit sur les réseaux, enfin... Je ne sais pas si tu es très actif sur les réseaux pour suivre les discussions et répondre aux questions, mais moi j'essaye de partager et de discuter avec les gens qui sont sur les réseaux pour donner, alors non pas la bonne parole, mais pour donner ce qui a du bon sens. Et effectivement, on entend plein de choses et on voit plein de choses, et des fois il est intéressant de faire une petite mise au point. C'est ce que j'essaye de faire sur notre chaîne YouTube. Et ça par exemple, on parlait de Chupicho là, il a celle-là, il a la poulie tandem rouge, c'est celle qui est faite pour l'utilisation et le mouflage sur corde. Donc c'est une vraie poulie double, c'est un vrai élément technique pour faire des mouflages, mais ici la réa, donc cette petite partie là qui est là, la roulette. Je vais la montrer tout près de la caméra. Vas-y, montre tout près de la caméra. Ça fait pas la mise au point. Si, ça va la faire. Donc cette réa, elle est en alu.
Et sur les poulies tandem speed, elles sont en acier et du coup elles sont faites pour aller sur câble et sur corde. Allez, rends-moi l'affaire. Attends, je le montre peut-être un coup au live d'Instagram. Voilà, vous voyez donc la poulie rouge à ne surtout pas utiliser sur les câbles métalliques du coup. Et je pense que vous avez le droit de crier sur les gens si vous voulez le voyez avec ça. Il y a quelques temps, Petzl commercialisait celle-ci, la poulie orange. Et souvent quand on lit les commentaires, on dit faut pas prendre la orange. En fait, faut pas prendre la orange de chez Petzl parce que ça c'est une poulie qui est faite pour aller sur câble. Elle a des rayas en acier, mais elle n'a pas le roulement à billes optimisé qui fait qu'elle va glisser aux échelles de la mort. Si vous voulez aller jouer les curieux sur notre chaîne YouTube, là, sur la vidéo on teste 7 poulies différentes. J'utilise celle-ci pour vous montrer que j'arrive pas au bout. Mais si tu dis il faut pas prendre la orange, c'est juste que si tu rajoutes il faut pas prendre la orange de chez Petzl. Ça c'est une Béal, c'est une poulie Béal, elle est orange, enfin or, je sais pas comment tu veux le dire, mais celle-là, elle a exactement les mêmes caractéristiques techniques que celle que tu as chez Petzl. Elle est dite speed et pour l'avoir essayée aux échelles de la mort, elle va jusqu'au bout. Y a donc pas de tandem souci. speed ou celle-ci du coup. Ouais, ça marche. Mais on pourrait aussi utiliser la Kong Pamir, on pourrait utiliser la Climbing Technology du Beto. Et puis de dire, faut prendre la grise. Ouais, prends la grise. Celle-ci, j'ai acheté 25 balles sur Amazon. Ouais. J'irai pas dessus, très honnêtement. Même si officiellement elle est donnée pour une vraie poulie, elle ressemble beaucoup à ce que fait Béal, donc je pense que c'est un beau plagiat, une belle copie de l'architecture Béal, mais c'est pas la Petzl Speed. Donc il faut quand même un petit peu faire gaffe. La Petzl donc, Speed, quand on c'est parle celle-là. de la poulie grise, c'est poulie grise Petzl du coup. C'est ça. Que je vais montrer. Voilà, si vous voulez être en sécurité, c'est celle-ci qu'il faut choisir. Alors avec ou sans l'autocollant orange, parce que ça dépend de la période à laquelle tu l'as acheté. Moi je l'ai acheté il y a longtemps. En gros c'est celle-ci qu'on peut utiliser sur toutes les tyroliennes quoi. C'est celle qui est globalement préconisée, enfin c'est le type de poulie qui est globalement préconisé pour l'ensemble des tyroliennes en France. Pendant longtemps il en restait 2, je crois Lantosque dans le sud de la France et pareil Puget-Théniers, mais je crois que ça a changé. Puget-Théniers, ils sont équipés aussi pour avoir l'utilisation d'une speed, mais je voudrais pas être affirmatif, donc je préfère mettre des guillemets à mon propos. Mais globalement, sinon, toutes les autres que vous allez rencontrer en France sont faites pour utiliser une type speed. Alors, soit en perdable, donc celle-ci, qui va demander à ouvrir le mousqueton, un mousqueton de forme ovoïde en type X, pour pouvoir la mettre, soit en imperdable, il en existe où le mousqueton il est intégré. Et il y a une grosse discussion en ce moment sur l'utilisation de cette poulie anti-tyrolienne parce qu'elle est interdite maintenant dans les parcs aventures. Mais en fait, la norme qui est sortie en 2021, elle ne concerne que et uniquement que les parcs aventures. Ça, on peut le dire en boucle, puisque le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui nous disent la tandem speed n'est plus compatible ou n'est plus à utiliser sur les câbles, c'est faux du coup. Ouais, elle est plus à utiliser sur les câbles des parcs aventures. Par contre, en tyrolienne, elle continue et les marques continuent à la vendre pour ça. Et puis, il y a un autre débat derrière, c'est mais il faut pas prendre la poulie speed, il faut prendre la track. Petzl Track, c'est une poulie imperdable qui est aussi un petit peu plus grosse et un peu plus chère. Et en fait, la Track, concrètement, si tu discutes avec Petzl, il la dessine pas au public comme nous. Il la dessine uniquement à un public pro et un public de loueurs. Donc celui qui a un parc aventure, celui qui a un parc de location avant les échelles de la mort ou avant Vouglan, ou voilà. Lui, il va pouvoir. Il n'y a pas de tyrolienne à Vouglan. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'était là où il y avait de la location. C'est là où il y a de la location, ouais. Il y a juste Maïva, pendant que je vois son commentaire, à faire attention quand on achète la poulie, car on ne peut pas mettre ses mousquetons de longe sur toutes les poulies, ça ne s'adapte pas forcément. Elle doit faire du coup autrement. C'est vrai. Alors que c'est l'inverse, moi je dirais Maïva. Si tu nous écoutes, Maïva. Elle nous écoute, je crois. Ouais, elle nous écoute. C'est l'inverse. C'est pas que tu peux pas mettre toutes les poulies dans les longes, c'est que toutes les longes ne vont pas dans les poulies. Tout à l'heure, on a montré la Scorpio en Izuc de Petzl. Moi, je vous ai montré la Edelreed qui ont des grands mousquetons. Hop, je viens là. Attends, je reprends. Qui ont des grands mousquetons. Ces grands mousquetons... Tu me tiendrais le micro, s'il te plaît? Voilà, ces grands mousquetons, quand tu viens coiffer, tu arrives facilement à le mettre dessus. Par contre, on parlait en début d'émission de coût de matériel et de type de matériel à choisir. Il y a des marques comme Rock Empire, par exemple, qui proposent des mousquetons petits, très très petits. Et comme ils sont petits, tu peux plus les coiffer. Et ça, c'est un petit peu pénible. Donc, effectivement, il faut faire gaffe à la forme. Et il y a des... Je peux le reprendre, je pense, maintenant, merci. Et il y a des poulies imperdables qui ont des petites ailettes
sur le côté des petits crochets où là on accroche beaucoup plus facilement les mousquetons. Et du coup, quand on peut pas placer ces mousquetons sur la poulie, est-ce qu'on peut les laisser traîner sur le câble à l'arrière? De toute façon, on n'a pas vraiment le choix en fait. T'as pas beaucoup de choix. Alors c'est la moins pire des solutions. On pourrait se dire je le mets pas, donc ça c'est la pire des solutions. La moins pire des solutions, c'est de le laisser traîner. Et effectivement, ça va vous freiner un petit peu, donc ça pourrait ne pas vous emmener jusqu'au bout, mais ça va surtout bouffer l'intérieur du mousqueton, mais c'est un moindre mal après. Et je vous rappelle, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser, puisqu'on va bientôt, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. On va changer de sujet, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur tout ça. Non, c'est tout bon. Ouais, on va manger. On a déjà mangé une Elle t'a bonne pas fondue suffi juste avant. Ça t'a pas suffi la fondue? Cette fois-ci, on va parler d'alimentation et de boissons, puisque c'est très important de s'alimenter et de bien s'hydrater. Et toi, tu es la spécialiste de tout ça. Non, mais c'est vrai que tu m'as fait beaucoup la morale. Tu penses bête. C'est vrai. Mais d'ailleurs, j'en reparlerai de la petite anecdote après. Mais qu'est-ce que tu conseilles de faire du coup? Comme tout sport, il faut bien s'hydrater et bien se nourrir. Donc pour les sports d'endurance, on préconise de se nourrir à peu près toutes les 45 minutes à 1 heure. Donc de prendre une petite dose de sucre ou de glucides. Donc souvent, nous, avec Laurent, on prend des compotes, on a des barres de céréales. Des sucres Et voilà. de raisin. Des sucres de raisin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les sucres de raisin, c'est un peu comme les... Non, je rigole parce qu'il y a Matt qui est en train de dire les sucres de raisin. Eh oui, Oui, merci à l'armée. De l'armée à notre suisse. fournisseur. c'est du coup du sucre pur, donc du glucose qui va directement aller dans les muscles, donc qui va directement vous redonner de l'énergie, remonter la glycémie. Et ça redonne un coup de boost. C'est très pratique à manger, c'est léger. J'en prends autant en randonnée qu'en via, tout le temps. C'est très pratique de l'avoir sur soi. Puis la petite anecdote. La petite anecdote, c'est qu'on a fait la Via Ferrata à Fort-l'Écluse. Ça doit être l'été dernier. On avait fait 2 Via Ferrata le matin. Oui. C'était la 3e Via Ferrata de la journée. Ouais, de la journée. On avait exactement. juste mangé un sandwich à midi. Ouais. Et puis on s'était un peu mangé des bars, tout ça. Puis sur la 3e Via Ferrata, donc on arrive sur celle de Fort-l'Écluse de nuit. Avec la frontale. Avec la frontale. Et d'un coup, Laurent, petite chute d'hypoglycémie. Là, ça a été instantané. En fait, tu sens le truc venir, mais en 30 secondes, 1 minute, mais t'es rincé en fait. Voilà. Et du La coup, tête qui plus tourne, moyen d'avancer. Ouais. Donc là, je lui ai proposé de s'asseoir. Je l'ai calmé. De toute façon, j'avais plus trop le choix. Là, je ne pouvais plus avancer. Donc... Et puis, il a pris 2 petits sucres de raisin. Il a bu. On a papoté. Et puis, le temps qu'il reprenne ses esprits. Et puis, c'était tout bon. Après, t'as pu finir la via tranquille. Ouais, après ça revient comme c'est venu à la base. Voilà. Mais je crois que j'aurais eu envie de tout dévorer. Ton sucre de raisin, je l'ai explosé. Ouais, je voulais tout manger. Voilà. Donc très important de partir avec. Il y a quelqu'un qui nous dit des barres énergisantes ou encore Sylvie qui prend du chocolat noir. C'est une bonne idée aussi, ouais. Exact. Par exemple, on a fait la Via Ferrata de Bonorn, qui est une Via Ferrata très longue, donc il est conseillé de manger régulièrement. C'est quelque chose qu'on pense pas forcément une fois dans l'effort, mais qu'on se faisait des petits tips entre nous, on essaie de se le rappeler pour pas oublier, parce que ça vient assez vite, une chute d'hypoglycémie, et puis après, suivant où t'es dans la Via Ferrata, franchement, ça peut poser un peu problème. Et niveau hydratation, moi j'utilise un sac, un camel bag, donc j'ai un sac d'eau sur le dos. J'ai des sacs de 3 litres ou de 2 litres, ça dépend la Via Ferrata, ça dépend la durée, et comme ça je peux boire en continu sans avoir besoin de m'arrêter, puis un peu partout. Du coup, c'est vraiment pratique. Le choix du litrage est super important, notamment, tu parlais de Bonorn qui demande 7 ou 8 heures d'effort pour l'approche, la Via Ferrata, le retour. Si tu fais que des petites courses autour de chez toi le soir parce que tu cours un peu et que tu as un camel, enfin une poche à eau d'1 litre ou d'1,5 litre, faut peut-être faire gaffe à ce que tu vas faire en termes d'effort, parce que c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Oui. Par exemple, pour celle de Bonorn, j'avais pris pratiquement 4 litres sur moi d'eau. Juste 4 litres d'eau. Ouais, on était bien équipés. Et puis finalement, on a tout bu. En une journée aussi, ça passe assez vite. Ouais. Moi, j'ai toujours peur de manquer d'eau sur les Via Ferrata. Je bois beaucoup. Et surtout sur celle de Bonorn, je suis arrivé au-dessus, j'avais plus rien. Donc vraiment super important de prendre à boire. Il y a Mika qui nous dit un peu d'amour et d'eau fraîche. Aussi. Beaucoup d'eau fraîche alors. Ouais. Et j'ai eu une question, si tu peux me la remettre. Alors je sais plus qui l'a posée. C'était sur comment vous transportez votre eau. Je crois qu'il accroche une gourde avec un mousqueton dans le vide, et il a déjà essayé les poches d'eau aussi. Donc du coup toi c'est camelback. Poches d'eau, et puis c'est dans des sacs de trail ou des sacs de rando.
c'est assez léger et puis c'est très pratique parce que je peux mettre aussi, si jamais mon kawaii ou bien une couverture, enfin j'ai pas mal de choses à mettre dans mon sac en plus de la poche, donc ouais. Ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure de ce qui est bon d'avoir dans son sac, oui, les indispensables. sans parler d'équipement de secours, mais ce qui est bon d'avoir dans son sac. Et pour avoir fait les deux, de la gourde et de la poche à eau, il y a du plus et du moins pour les deux. La poche à eau, elle te permet de t'hydrater tout le temps, régulièrement, tu n'as pas besoin de t'arrêter, mais du coup, tu t'arrêtes pas. Alors que la gourde, tu es obligé de t'arrêter, de te poser, de te prendre le temps, de sortir ton sac, d'ouvrir ton sac, d'aller chercher ta gourde. Et il y a des moments, je pense que c'est pas mal de s'arrêter un peu. Je m'arrête pour faire des photos tout le temps. Oui, vu comme nous, ça. c'est vrai qu'avec la création de contenu, on a arrêté toutes les 5 minutes. Ah oui. Ah oui. mais sur la gourde, si t'attaches... Montre la marque un peu, montre la marque. Voilà, ça c'est beau. Non, mais mets-la bien en face là. Tu veux que je la mette là comme ça? C'est pas du placement de produit. Je vais la mettre à l'endroit aussi, comme ça on la lit bien. Voilà. Donc c'est le commercial qui vient nous voir de cette marque-là au magasin. Parce que oui, je parlais du magasin en début d'émission et j'ai la chance d'avoir une relation assez... Non, j'allais dire intime, c'est pas intime, c'est pas du tout intense avec les commerciaux des marques qui viennent nous voir et puis on échange beaucoup, ça permet d'avoir plein d'infos et oui, alors tu peux avoir la gourde comme ça qui pendouille. Je suis pas fan de la gourde qui pendouille parce que si ça l'arceau tape un peu partout aussi. Ça tape un peu partout et si l'arceau venait à casser, ça pourrait être un objet volant pour celui d'en dessous et on a beau avoir des casques, ça fait peut-être un peu mal, mais il faut trouver la bonne solution qui vous va. Il y a des sacs sur lesquels il y a des poches sur le côté. Tu parlais de sacs de course, de trailer avec les petites flasques là, ça peut être aussi une solution, pourquoi pas. Ouais. Moi j'utilise les gourdes, une poche de côté. Et puis dans mon sac, j'ai 2 ou 3 gourdes supplémentaires. C'est peut-être pas la bonne technique, mais c'est celle que j'utilise depuis le début. Ouais, je pense que globalement, c'est un peu l'idée pour plein de choses dont on évoque les sujets ce soir. C'est ce qui te convient à toi, bingo, faut continuer là-dessus. Ouais. Et c'est bien d'en parler de ça, puisque sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes Facebook, on est souvent critiqué par rapport à ce qu'on fait. Une fois, j'avais mis le contenu de mon sac, ou même une vidéo de moi en train de monter avec le sac, de faire un dévers. Pourquoi tu te charges tant? Pourquoi tu prends autant d'eau? Pourquoi mêle-toi de ton cul. Voilà. Non, mais c'est vrai, chacun ses préférences. Moi, j'ai un copain avec qui je vais souvent faire de la montagne. Il ne boit jamais, c'est un chameau. Et mon petit frère, il est pareil. En VIA, il prend même pas un litre, il le finit pas. Mais oui. Et alors que moi, je bois énormément. Et si tu as besoin, ou si tu sais que tu as besoin d'avoir 3 litres d'eau parce que tu consommes, il faut avoir 3 litres d'eau. Et dans ce cas-là, tu assumes de porter un sac un peu plus gros. Exact. Si tu as besoin d'avoir une choucroute dans un tupperware, tu prends ta choucroute dans un tupperware. Non, mais moi, je sais que jamais j'ai regretté d'avoir toute l'eau que j'ai prise, parce qu'à la fin je n'ai plus d'eau. Pareil, donc voilà. Puis même c'est rassurant aussi d'avoir de l'eau au cas où il y a un souci, si je dois m'arrêter, si n'importe quel imprévu, avoir de l'eau c'est toujours une sécurité. En Suisse, on avait fait la Via Ferrata Tali il y a 3 ans avec des copains de l'association où je suis à Belfort là, et c'est une via qui est très très longue. C'est un peu comme le Dôme Nord mais en plus facile, mais tu as je crois 1 heure de marche d'approche, il y a 3h30 de via, pas dans un niveau dur mais 3h30 de via et 2h30 de marche retour. On était content qu'il y ait des cascades le long de la marche retour, déjà pour se rafraîchir parce qu'il faisait au moins 75 degrés, mais parce qu'on n'avait plus d'eau, parce que voilà, on avait un peu sous-estimé l'affaire. Et Maëva qui nous dit le saucisson c'est le mieux au sommet. Aurélie qui dit l'eau c'est la vie. C'est vrai que le petit morceau de saucisson, même la fondue à la fin de la Via Ferrata, moi c'est la bière personnellement. Dans toutes les vidéos que je tourne, je crois que c'est quand qu'on boit une bière. À la fin. À la fin de la Il y a eu les meringues double crème aussi. Ah ouais, Océane m'a fait découvrir les meringues double crème. Tuerie ce truc. C'est de la bière que vous faites ou c'est de la gastronomie? Les deux. Et encore, on n'a pas Anso avec nous, parce que Anne-Sophie qui fait de la Via Ferrata avec nous, on n'arrête pas de parler de bouffe. Enfin, tu dis les deux, mais il y a une vidéo de toi où tu es en train de faire une fondue à moirie. Fais attention. Exactement, tu vois, on peut tout faire. Manu qui nous dit le Génépi ça marche pour l'hydratation. C'est une question. À la fin, tu fais ce que tu veux une fois que tu es sorti. On a Klettersteg Fox qui nous dit que Maëva, qui dit à Maëva, je prends toujours une bouteille de 1,5 litre avec moi. C'est encombrant, mais ça baisse très vite l'eau si on s'hydrate correctement. D'ailleurs, je sais plus si c'est pas Maëva qui disait tout à l'heure, l'inconvénient de la poche d'eau, c'est que tu vois jamais le niveau d'eau qui te reste. C'est vrai. Contrairement à moi où j'ai mes 3 gourdes, j'arrive à jauger un petit peu pour aller jusqu'à la fin de la via du coup. Maintenant, par habitude, je sais un peu comment gérer mon eau. Mais sinon, oui, au début, c'est vrai que je me posais tout le temps la question de combien il me reste, parce que je vois pas. Ça...
dans la série des petits tips, si vous voulez prendre des gourdes ou des bouteilles, prenez des bouteilles d'eau, vous savez, cette eau pétillante qui a une forme un petit peu en poire, là, la bouteille. Et en fait, c'est un plastique qui est très rigide, mais nettement plus souple que... Les San Pellegrino, non? Je voulais pas donner de marque. Oui, non, mais sur Internet, on a le droit de tout donner. Badois, ok. Sampé ou Kézak, c'est des bouteilles qui sont très profilées et en fait leur forme font qu'elles ont un plastique assez rigide, contrairement à la cristalline qui a un plastique tout fin là, qui casse tout de suite. Eh bien, finalement, c'est très léger, ça se glisse facilement dans le sac et c'est ultra résistant par rapport à d'autres gourdes de plastique et c'est moins lourd que de la gourde métal ou de la gourde inox. On va terminer peut-être ce live en parlant du contenu de notre sac à dos, non? Ou est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant, non. Est-ce que vous voulez parler de votre contenu de sac à dos? Ouais. Alors moi, mon indispensable que je prends tout le temps, c'est donc j'ai un kawaii au cas où il pleut ou il y a du vent. J'ai une couverture de survie que j'ai déjà dû donner 2 fois, donc pour les personnes qui étaient tombées parce qu'elles avaient rien sur elles et ça peut toujours sauver. C'est tout petit, tout léger. Donc de l'eau en suffisance, toujours des sucres de raisin ou de quoi manger. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? C'est tout, je crois. Ouais, moi c'est à peu près pareil, plus le matériel vidéo pour le contenu sur les réseaux sociaux, c'est ça qui prend plus de place. Trousse de secours, moi j'ai aussi, avec pince à tic et tout ça, parce que ça faut que j'y pense, faut que je le ouais, rajoute. faut y penser. Mais dans la petite trousse à secours, t'achètes ça 15 € sur Amazon, t'as tout dedans avec la couverture de survie, les pansements, faut que je le rajoute parce que la dernière fois qu'on a fait Kandersteg avec les filles, il y a Svenja qui s'est coincé l'ongle dans la poulie en tirant la Via Ferrata, parce que tu sais, faut la ramener. Pas la Via Ferrata, la tyrolienne. Ouais. En tirant la tyrolienne, elle s'est coincée. Donc ça a lui arraché le petit ongle. Donc on a mis du mouchoir, on a mis un élastique. C'était vraiment. Il y a Sylvie qui ajoute aussi la crème solaire, et ça c'est pas bête parce que le nombre de fois où j'ai fini cramé après les Via Ferrata, ça c'est. Ouais. C'est ma maman, elle me le dit tout le temps. Et chaque qui parle du téléphone, en fait, ouais, ça fait partie des obligatoires, je trouve, dans le sac. Alors sur soi ou dans le sac, nous on prend beaucoup de photos, on prend beaucoup de vidéos, donc le téléphone on a systématiquement sur soi, mais un téléphone chargé c'est primordial, et si on est à l'étranger, à vérifier qu'on ait le réseau. C'est mieux. Bah et oui, puis moi j'ai pas de réseau. Ah ok. Il n'y a pas de réseau en France. Et puis du coup le mieux aussi c'est d'avoir un cordon pour attacher le téléphone, comme le cordon que voilà, exactement. On a quand même alors c'est qui nous a dit Relock, Didgerge, je sais pas comment on prononce, mais c'est parfait, t'as placé le truc avec qui je suis en partenariat, donc c'est très bien. Non mais c'est super pratique, t'as une petite pochette comme ça avec un zip. Et comme ça tu peux le laisser tomber, ça risque rien. Parce qu'une fois j'avais mon téléphone dans la poche droite du sac à dos, je me suis tourné et il y avait un petit morceau de rocher, un petit replat, une petite vire là. Tac, j'ai appuyé dessus, j'ai retrouvé mon téléphone posé dessus et je me suis dit là, plus jamais je mets dans cette pochette. Du coup j'ai trouvé ce petit truc Relock là, et c'est Georges qui sait. Il y a la frontale aussi qui a été dit pour certaines Via Ferrata. C'est vrai, suivant le retour, ou même si on les fait de nuit ou que le retour se fait de nuit, c'est toujours bien d'avoir une frontale. Tu passes par les grottes quand tu vas au Roche de Nez. Moi dans mon sac j'ai encore 2-3 trucs en plus, mais qui sont propres à ma pratique et au statut d'encadrant. J'emmène un bout de corde, donc ça c'était un des sujets qui avait été abordé à un moment ou un autre, je sais plus. D'ailleurs, à propos de corde, tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous a demandé si il fallait prendre corde statique ou dynamique. Ouais. C'est une question qui a été copiée-collée plusieurs fois. Pas de statique, parce que si tu fais si tu fais du mouflage, ça pourrait jouer avec la corde statique, mais comme tu n'es jamais à l'abri de devoir te servir de ta corde pour autre chose que ce à quoi elle est destinée, vaut mieux rester sur une polyvalente et prendre la dynamique. Pour faire l'aparté, la corde statique, c'est de la corde qui souvent est de couleur unie ou de couleur blanche et qui est ultra rigide, qui ne va pas s'étendre. La corde dynamique, c'est la corde d'escalade qui a une petite élasticité pour absorber un peu mieux les chocs. Et moi j'ai 25 mètres de corde dans mon sac. Avec ça j'ai un kit de mouflage pour pouvoir relever quelqu'un qui se serait cassé la figure et qui est trop loin pour attraper le barreau, pour attraper le câble, donc pour pouvoir le relever à mon niveau. La corde, tu as vu Laurent que c'était utile quand tu as besoin de travailler en cordée. J'ai dans la trousse de secours également différentes choses, dont, alors j'ai pas le nom français, je sais pas s'il y a un nom suisse non plus là-dessus, c'est des espèces d'attelles souples. Tu sais, c'est comme du papier alu ultra épais que tu vas plier, former autour du membre que tu as besoin de protéger. Donc j'ai ça aussi. Et la lampe frontale, c'est pas déconnant, parce que tu peux très bien dire je vais partir sur la grotte à Carré en fin de journée, ça va être bien, il fait soleil jusqu'à 21h. Et puis pour X raison,
bah, tu restes à la cascade en bas, tu prends des photos, tu te perds, voir la frontale, c'est pas déconnant. J'emmène aussi toujours le kawaii, comme tu dis, mais aussi alors soit une petite polaire, soit une petite doudoune pour pouvoir me protéger du froid quand on est au sommet. Et puis les lunettes de soleil, je sais plus qui en parlait sur le flux des questions là, ça fait partie des indispensables en plus de l'eau et de tout le reste. Du coup, on va bientôt terminer ce live. Si vous avez encore quelques questions à nous poser sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Il nous reste encore une dizaine de minutes. On va pouvoir répondre à vos dernières questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de se quitter ? Il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de trucs dont on pourrait encore parler en termes de matériel, en termes de technicité, mais après, je pense que si on a besoin d'aborder ces sujets-là, c'est peut-être que vous avez des attentes un peu supérieures et que c'est peut-être pas déconnant. Alors, je le place maintenant parce que j'aime bien ça, mais c'est pas déconnant de vous rapprocher ou d'un guide, ou d'un moniteur, ou d'un club qui pratique des sorties. En Suisse, tu as le sac casse. Tu as tout dit quoi ? C'est ça, c'est le casse-sac. Le casse-sac, ouais, c'est ça. Le club alpin suisse ou le Schweiss Alpine Club. Waouh, c'était bien. Je dis bien, bravo. non voilà. Quel bel beau Suisse allemand. Voilà, ou en Italie, tu as d'autres fédérations. En France, tu en as d'autres aussi. Mais ouais, ça peut être bien de se rapprocher de ces clubs-là ou de ces fédés-là pour te former. Alors, te former soit sur des petits stages, soit apprendre à devenir encadrant et dans ce cas-là, pouvoir emmener par la suite bénévolement, hein, sinon il faut être guide, des gens. Il y a Maëva qui te dit Océane, merci pour le calendrier des VIA, il est génial. Merci beaucoup. Si vous voulez, c'est Océane, il y a le tiré du bas, non ? Point aventure au singulier, je crois. Exact. Voilà, Océane.aventure avec une vidéo tous les jours pendant 25 jusqu'à Noël. Et du coup, vous redécouvrez toutes les VIA. Il y en a beaucoup qu'on a fait ensemble. Exact. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Un petit mot aussi pour parler de la chaîne YouTube de Lilian qui s'appelle Arnaud Voyage. Alors sur ta chaîne YouTube c'est ultra complet parce que toi non mais c'est vrai que tu connais le matériel, donc c'est beaucoup plus précis que moi quand je fais mes vidéos j'apprends la base on va dire. Toi ça va un peu plus loin. Mais en fait j'aime bien approfondir un petit peu, puis j'aime bien fouiller l'internet mondial pour aller chercher du détail et de la petite information, donc ouais j'essaye de partager ça. Arnaud Voyage, tu tapes ça sur YouTube et tu tombes tout de suite dessus. Il y a plusieurs onglets, si j'essaie de trouver le bon des terme, catégories, il y a plusieurs playlists. Des playlists. Voilà. Il y a les parcours qu'on a déjà fait où j'essaye d'enrichir assez régulièrement des vidéos, des parcours complets avec des petites anecdotes à la fin, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et autres, mais ça on en retrouve plein d'autres qui font pareil. Il y a des tutos, manip et matériel où là par contre on n'est pas nombreux à faire ça parce que ça demande tout de suite un petit peu de matos pour pouvoir le présenter. Et puis il y a des manips de montagne aussi si vous voulez aller faire un tour, ça peut être sympa. Donc Arnaud Voyage autant sur YouTube que sur Instagram. Arnaud vas-y. avec un O. Ouais, A-R-N-O. A-R-N-O, voyage au pluriel. Toi, t'es aventure au singulier, moi, c'est voyage au pluriel. Voilà. Et Arnaud s'appelle Lilian. Voilà. En fait, moi, c'est Lilian, voilà, enchanté. Arnaud, c'est le nom de notre van, parce que je le disais tout à l'heure, tout a commencé par notre van qu'on a eu il y a 7-8 ans et avec lequel on a commencé à faire des textes sur le blog. Et dans le monde des van-lifers, ils mettent souvent un petit nom à leur compagnon de voyage. Et notre van s'appelle Arnaud, du nom du vendeur allemand qui nous a vendu ce van à D'accord, il y a une l'époque. Petite histoire derrière. Oui, d'accord. c'est le seul vendeur que je connaisse qui avait une batte de baseball sur le rebord de la fenêtre. Ok. Et du coup, moi j'en profite pour faire ma petite pub aussi. Sur passionviaferrata.fr, vous retrouvez actuellement 50 Via Ferrata à découvrir avec des topos assez complets. Il y a aussi le petit livre là. On approche de Noël, bon ça va être chaud au Tu niveau... m'enlèves pas parce qu'il est dédicacé le mien. Ça s'appelle Passion Via Ferrata, un petit guide avec 20 Via Ferrata en France et en Suisse. Et là, à partir du... Ah oui, on va pouvoir en parler dans quelques instants de ça. Et puis juste pour vous prévenir aussi, je travaille sur un gros projet, c'est plusieurs e-books qui seront classés par catégorie avec le principal, il y aura 150 pages à l'intérieur, voire peut-être même plus, avec des interviews, des articles, il y aura des conseils d'Arnaud, de Lilian, enfin plein de choses. D'ailleurs, tu pourrais en parler aussi de l'alimentation et
On va collaborer ensemble. Bon bref, je prépare plein de choses pour la saison qui arrive de Via Ferrata. Juste avant de se quitter, on va parler d'autres topos aussi. Oui, parce que tu parles de l'ouvrage que tu as réalisé, parce que tu as mis une vingtaine de parcours autour de la frontière, des parcours que tu as déjà réalisés. Tout à l'heure, j'ai parlé de la carte interactive que j'alimente avec, je crois, il y a 150 parcours dedans, qui sont des parcours qu'on a déjà réalisés une fois. Mais dans comment choisir la bonne Via Ferrata pour emmener quelqu'un, c'était un des sujets du début. Il faut apprendre à lire les topos. Et mine de rien, ces topos, on est à l'heure du numérique et on trouve plein de choses sur Internet, mais un bon topo papier, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans le sac, qu'on peut feuilleter dans la voiture, même si on n'a pas de réseau. Et vous allez trouver la longueur, la difficulté, des fois des photos du parcours. Alors ça, c'est celui de Philippe Royer, mais il en existe d'autres, des topos français. C'est pas celui-là où ils ont sorti une nouvelle version ou c'est ça. En collaboration avec Petzel, je crois d'ailleurs. C'est ça, absolument. Ça, c'est la version précédente. C'est pas celui que je préfère. Je crois là, si j'ouvre le topo, là ici, hop, je fais ma petite liste, je coche celle que j'ai déjà fait, et j'en suis à 8 Via Ferrata que j'ai déjà réalisé qui ne sont pas dans le topo. Ouais, mais après, on ne peut pas être partout. Je pense que le mec qui fait son topo, c'est comme toi, ça prend du temps, il faut aller les faire, il faut prendre les photos et tu ne peux pas les faire toutes. Et en fait, si vous avez l'occasion de parler allemand, tous les jours, moi je vous invite à prendre cette collection-là. Alors ça, c'est l'Autriche. Il existe la même pour l'Italie, il existe la même pour l'Allemagne et la Suisse. Et c'est les topos. Alors tu peux ouvrir n'importe quelle page, montre un topo décliné. Ah ouais, t'as le plan et tout. T'as le plan et t'as le plan qui est fractionné. C'est-à-dire que ça te dit de tel endroit à tel endroit, t'es dans tel type de difficulté, de tel endroit à tel endroit, t'es dans tel type de difficulté. Et quand t'as besoin de préparer ta sortie, c'est super bien pour celle-là, te dire. Elle est complexe, hein. Regardez. Ouais. C'est où ça? Alors attends, que ça se mette au point. Voilà. À Kirchlochklam. Okay. Donc c'est dans une gorge. C'est dans une gorge. Tu parles allemand? Avec des cascades. Hein? Tu parles allemand? Dès qu'il y a Clam, c'est dans une gorge avec des cascades. Et en fait, si tu le prends en photo, ça te permet de savoir si tu es en difficulté à tel endroit, est-ce que ce qui vient après, c'est pire ou c'est moins pire. Et si tu as besoin de sortir à des gens, ça, pour le coup... Attends, parce que ça râle sur le live, il voit pas le livre. Donc il voit pas le livre. Faut que je le mette aussi ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Parce que... parce que là, on est en live sur le téléphone et du coup, en faux live sur Monté que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le premier. Hop. Et là, l'autre qui est là. Tac. Voilà, vous avez toutes les infos. Et le mien, bien sûr, le meilleur pour la fin. Que voici. Voilà, là, vous avez tout. Tiens, là, si tu veux regarder. J'ai pas de micro, donc je vais parler fort. Là, si tu veux regarder, hop, tu as vraiment la déclinaison, tout le parcours, avec le parcours. On te voit que toi, hein, là, j'ai plus d'axe. Voilà, qui est là, oh là, il va tout nous casser. On n'a pas parlé de la vérification des EPI et tout ça. On va en parler tout de suite. Allez, on termine ce live. 4 minutes. Encore 4 minutes et on va parler. Alors attends, je crois qu'il y a un gros pourcentage qui d'aventures sur les vias. Ah oui. Oui. Ouais. Mais on peut pas les critiquer. Enfin, on va peut-être poser la question normalement parce que là on l'a pas compris. On est tous là. Oui, c'est vrai. Mais celui qui regarde la vidéo sur YouTube, il a pas compris. Donc du coup. Alors, j'ai plus son nom, qui disait qu'il y a beaucoup de gens qui s'aventurent. Alors, la Via Ferrata, c'est un sport qui s'est énormément démocratisé ces 3-4 dernières années. Ça a pris de l'ampleur déjà avant le Covid, ça a bien augmenté après le Covid, et puis là, ça fait 2-3 ans où franchement, c'est exponentiel le nombre de pratiquants. Il y a des parcours qui sont facilement accessibles et d'autres qui le sont moins. Et il y a plein de gens qui vont faire de la Via Ferrata. Attention, ce que je dis, c'est pas de la critique, c'est pas de l'élitisme ni rien, mais il y a plein de gens qui vont faire de la Via Ferrata comme on irait à la salle. Il y a plein de gens qui font du bloc comme on ira à la salle. Il y en a plein de gens qui découvrent la Via Ferrata par hasard sur un malentendu, ça peut marcher, et qui finalement adorent ça. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais lu un topo, qui n'ont absolument pas de connaissance de montagne, qui ne connaissent pas les codes de la montagne et qui y vont pour s'amuser parce que c'est un week-end d'enterrement de vie de jeune fille, de jeune garçon, un team building ou un autre truc du genre, et qui vont louer du matériel et hop, zou, on y va, sans se poser de questions de est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, est-ce qu'elle est faisable, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est du dévers.
Et c'est assez difficile de parler, de comparer deux Via Ferrata. Je vois souvent sur les réseaux aussi, est-ce que la partie déversante de machin est aussi dure que... c'est super subjectif tout ça. C'est propre à chacun en Ouais, plus. c'est propre à chacun. Mais comme il le disait, il y a plein de gens qui vont louer le matériel et les où on fonce. Et d'avoir la démarche de jouer les curieux, de regarder sur Internet, surtout maintenant en 2025, il y a plein de sites internet, il y a plein de photos dans tous les sens et pas trouver l'info, c'est quand même assez difficile, je pense. Juste pour répondre à Marie qui me demandait si j'avais fait la Via Ferrata la plus haute de France, je l'avais prévu cet été, mais du coup ce sera pour l'été prochain. Je crois qu'on en avait parlé, enfin je sais plus, j'aimerais bien la faire celle-ci, la plus haute de France. Et on va terminer ce live avant que le téléphone coupe, il reste très peu de batterie pour le live. Oui. Il nous reste 15% je pense. On va terminer avec les EPI. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ça? C'est pas un gros mot, hein. Non. C'est pas un gros mot. EPI, c'est équipement de protection individuelle. C'est des équipements qui vous protègent d'une chute et qui vous protègent du risque final qu'est la mort. Ouais, je sais, dit comme ça, c'est pas rigolo. Ça fait pas rêver, c'est un sûr. casque, c'est un EPI. Un baudrier, c'est un EPI. Votre longe de Via Ferrata, c'est un EPI. Et tu parlais des réseaux sociaux où on est très présent. Il y a plein de questions. C'est est-ce qu'il faut que je change mon baudrier ou pas? Combien de temps c'est? Il y a une petite légende urbaine qui dit que c'est 10 ans. Et en fait, c'est vrai. C'est souvent 10 ans, mais c'est pas exact non plus. C'est jusqu'à 10 ans et ça va dépendre de la notice du fabricant. Si tu as tu as l'acte Just Connect, voilà, tu as le produit qui est là, qui est tout beau, et à l'intérieur, ici, là, hop, là, dedans, si tu veux le montrer là-haut aussi, Moi, je vais m'arracher comme ça. à l'intérieur, il y a la notice du fabricant qui dit comment son matériel doit être utilisé et quelles sont les préconisations. Et c'est cette notice du fabricant qui va dire tous les combien il faut remplacer ton matériel. Petzl, en gros... Ça ne veut pas mettre au point, mais c'est pas ça grave. ne veut pas faire la mise au point. Petzl, en gros, il dit moi, je pense que mon matériel il est à changer tous les 10 ans à date de fabrication. C'est-à-dire que si ta longe elle a été fabriquée en février 2024, eh ben, c'est à partir du moment où elle a été produite que les 10 ans courent. Mais c'est jusqu'à 10 ans. Mammouth, tu parlais de baudrier Mammouth, les notices d'utilisation Mammouth sont très très bien faites parce que ils déclinent, si c'est une utilisation intensive tous les jours, bah, ça peut être moins de 2 ans. Si c'est une utilisation une fois par semaine, bah, ça peut être 3 à 5 ans. Si c'est une utilisation une fois par mois, ça peut être 5 à 7 ans. Et si c'est une utilisation où tu fais une fois, bah, ça peut être 10 ans effectivement. Et il y a Tendon, qui est une autre marque de matériel de montagne. C'était 7 ans. Pendant très longtemps, ils avaient du matériel qu'ils donnaient jusqu'à 7 ans. Moi, je fais de la vérification EPI dans le monde du BTP. Il y a des fabricants qui ne donnent pas de date. C'est à la libre appréciation du vérificateur tous les ans. Et donc, c'est la notice d'utilisation qui va dire quel est le rythme et s'il y a ou pas cette notion de il faut faire plus ou moins long. J'ai sorti un gros classeur parce que, comme je le disais tout à l'heure en entrée, moi je suis c'est pas un diplôme, c'est un certificat. Je suis vérificateur EPI, donc c'est-à-dire que j'ai un agrément qui m'autorise à vérifier et à donner un avis pour dire oui c'est bon ou non c'est pas bon. Et tu as plein de façons de le faire. Moi je le fais par façon de tableau, je suis un peu à l'ancienne. Et sur mon tableau, alors si je te le donne, je fais pas tomber, j'ai peur que ça tombe. T'inquiète pas. En fait, ça c'est un classeur type où dans ce classeur, j'ai toutes les notices des choses qui ont été achetées. Alors, c'est pas mon matériel, là, c'est le matériel d'une association dans laquelle je suis sur Belfort. Et là, ça c'est depuis 2015. Donc là, c'est que des pages qui concernent depuis 2015. Un état A en début d'année, des achats avec les notices qui sont gardées, puis un état B en fin d'année. Et là, on note, dans la série des vérifications, il y a notamment la date de fabrication, la date d'achat et ce que dit le fabricant, jusqu'à quand tu es censé pouvoir l'utiliser. Donc, c'est la mise au rebut théorique. Alors, je te pose deux petites questions pendant qu'on y est, parce que c'est deux questions que je vois. Il y a Maïva qui nous demande s'il y a une chute sans déclenchement de la sécurité, est-ce qu'il faut quand même changer la longe? Et puis tout à l'heure, on nous demandait aussi si, peu importe le nombre d'utilisations que tu fais pendant 10 ans. Ah oui, peu importe. Ok. Peu importe. Mais par contre, non, pas peu importe. Parce que si tu fais une utilisation par semaine, tu n'arriveras pas aux 10 ans. On parlait tout à l'heure des petites expressions de montagne. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, l'année dernière, j'avais un baudrier qui était le même que celui-ci, mais juste une version antérieure qui devait avoir 4 ou 5 ans. Et à un moment, je me suis retrouvé en escalade à descendre en rappel et on me dit merde, est-ce que mon pontet il tient? Tu sais, tu as des lubies comme ça. À un moment, tu dis putain, est-ce que
j'ai dit un gros mot, est-ce que mon ponté, il tient? Et là, j'ai passé toute ma descente, la boule au ventre, en se disant, mince, alors je psychotais pour rien. Mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, je suis rentré, j'ai dit, celui-là, tant pis, maintenant c'est fini, j'en rachèterai un autre. C'était peut-être un signe subliminal qui me disait qu'il faut passer à autre chose. Et c'est assez subjectif, parce que c'est ton propre matériel, ça a un coût, tu n'as pas envie de le changer trop souvent, parce que ça coûte des sous, tout ça, et tu te dis, la fois prochaine, encore une fois, allez, encore une fois. Et puis au bout d'un moment, ça casse, parce que tu as usé à la corde ton ponté, parce que plein de choses. Donc oui, si tu as une chute, mais que ton baudrier, que ta longe ne déclenche pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux te demander s'il te plaît. Mais moi, on m'avait dit qu'on aurait des micro-cravates et tout. À l'intérieur, alors c'est pas péché que d'ouvrir ici la pochette juste pour regarder, mais à l'intérieur de la pochette, je sais pas si je vais réussir à le montrer. Il y a, alors ici on l'a pas. C'est chez Petzl que c'est plus marqué. Chez Delry, ils travaillent différemment. Chez Petzl, quand tu l'ouvres, tu as une petite étiquette avec un petit pointillé. Et si ça casse le premier. Hein, c'est faible résistance, c'est fait pour. Si ça casse, tu sais que c'est fini. T'as cassé? Non, c'est que j'arrive pas à l'ouvrir. Je voulais vous montrer. Attends, je vais te le chercher. Ouais. Et chez Edelrid, en fait, tu vois que ici c'est vert, et que l'intérieur est blanc, et qu'ils partent du principe que si t'as du blanc qui sort ici et ici, c'est qu'il est cassé. Voilà. Donc, petit exemple, l'autre jour, je suis allé sur la Via Ferrata de la Grotta Carré, et du coup, la personne avec qui j'étais a chuté. On a entendu le clac. Pour autant, ça c'est pas c'est pas décousu. Du coup, d'après ce que tu dis, si ça ressort, s'il y a un petit truc de blanc, c'est qu'il faut. Il m'écoute pas, donc je peux poser ma question. Attends, faut que je mette ta caméra, donc qui est là, tac, voilà. Là, tu. Alors, est-ce qu'on le voit facilement là? Attends, tiens. Non, mais j'essaie de le chercher là. Tu m'embêtes. Bon, sur ce modèle-là, il est encore différent. Si, ici, tu le vois là. Alors, attends, ça c'est ma caméra, pas trop près, comme ça. Là, ici, il y a un petit écriteau que tu vois pas parce que c'est flou, qui dit si tu vois d'une façon, c'est bon. Si tu vois d'une autre façon, hop, c'est pas bon. Et pareil, je le mets ici. Si tu vois d'une façon, c'est bon. Si tu vois d'une autre façon, c'est pas bon. Là, il nous foire tous les plans de la caméra. Regarde. Et du coup, voilà, ça te donne le ton si ça a déclenché ou si ça n'a pas déclenché. Du coup, pour répondre à la question que je t'ai posée, mais tu m'as pas écouté. C'était quoi? C'était l'autre jour, je suis allé sur la Via Ferrata de la Grotta Carré avec une personne qui est tombée. Oui. On a entendu le clac. Et elle se demandait s'il fallait faire vérifier. Alors moi, j'ai dit que oui. Puisque par principe, du moment qu'il y a une chute, tu fais vérifier le matos. Hein. Alors tu peux faire vérifier le matos, effectivement, et elle, suivant la poche qu'elle a, elle peut ouvrir la poche pour regarder si elle a ce petit fil décousu ou pas, qui est présent. S'il est décousu, il n'y a pas de question, c'est à changer. S'il n'est pas décousu, on peut partir encore pour une série. Et après, il y a exactement la même chose qu'avec mon baudrier, c'est est-ce qu'elle a encore confiance? Voilà, si oui, elle peut continuer. Si c'est pas décousu et que c'est encore bon et qu'on voit pas le blanc, oui, c'est bon, tu peux continuer. Ok, ça marche. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Il y a Klettersteg Fox qui nous demande est-ce qu'on gagne une fondue si on va jusqu'au bout du live. Merci à toi. Alors pas du tout puisqu'on l'a déjà mangé la fondue. Exact. Elle était très bonne d'ailleurs. Et en tout cas merci beaucoup d'être restés parce que vous avez été une trentaine tout le long du live. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus, il y en a qui sont restés du début jusqu'à la fin. Donc un grand merci. Je rappelle le YouTube de Lilian, ça s'appelle Arnaud Voyage. Arnaud avec un O et voyage au pluriel. Océane.aventure au singulier cette fois-ci, sur Instagram avec un calendrier de l'Avent tous les jours, une Via Ferrata jusqu'au 25 décembre, donc 25 vias à découvrir, et puis passionviaferrata.fr, le site internet et le compte Instagram. On vous souhaite à tous une excellente soirée et on se donne rendez-vous peut-être à bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Et on espère que ça vous a bien plu. Ciao là-haut ceux qui nous ont suivis.